Voilà, quelle belle dynamique, quel bel aperçu finalement de tout ce que déploie le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, avec ses MEDEF territoriaux, avec ses branches professionnelles, avec tous ses partenaires, au service de notre territoire et de ses entreprises, c'est-à-dire à votre service. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence en nombre ce matin. Le ton, vous l'avez compris, résolument ambitieux de cette Assemblée Générale est donné. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir de nombreux sujets abordés, une grosse actualité et un invité de marque, en effet, à J-8, c'est précis, c'est timé, de l'élection nationale du MEDEF. Patrick Martin, actuel président délégué, est avec nous. Et il a accepté, Patrick, de se prêter au jeu du face-à-face, face à un panel de dirigeants et de chefs d'entreprise de la région. Ce sera dans quelques minutes. Mais pour ouvrir cette Assemblée Générale, le toujours très dynamique Jean-Luc Renichard, le président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, qui me rejoint. Quel accueil! Quel accueil! C'est pas une assemblée générale élective, hein. C'est la semaine prochaine. Jean-Luc, je le disais, un invité de marque, Patrick Martin. C'est vrai que très tôt, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes s'est positionné très clairement et a apporté son soutien à cet entrepreneur du territoire, à la présidence nationale du MEDEF. Pour quelle raison principale ? Beaucoup de raisons. Je vais commencer par les raisons professionnelles. C'est un homme extrêmement engagé. C'est un grand chef d'entreprise, une entreprise familiale, séculaire. C'est un grand chef d'entreprise qui a su, dont il a été l'héritier, si je puis dire, mais c'est lui qui en a fait l'entreprise qu'elle est devenue depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Donc c'est un chef d'entreprise emblématique de notre région, passionné, engagé, au service des territoires. C'est quelque chose qui nous tient évidemment profondément à cœur, et toujours à nos côtés. Bon, et puis, évidemment, c'est un ami, mais c'est pas parce que c'est un ami que je le soutiens. Donc c'est du copinage? Non. Alors justement, c'est pour ça que je le dis à la fin. Et puis, c'est mon illustre prédécesseur, puisqu'il a présidé le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes juste avant moi. Bon, voilà. Donc c'est un soutien, je dirais, d'abord de raison, et puis de cœur. On comprend. Bon, on reviendra avec Patrick Martin dans un instant. Effectivement, au cours de cet AG, je le disais, de nombreuses thématiques vont être abordées, des sujets sur lesquels le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, je le disais encore une fois, avec ces MEDEF territoriaux, avec les partenaires, avec les branches professionnelles, eh bien, vous vous êtes illustrés, vous avez construit de nombreux projets et actions au service des entreprises. Dites-nous quelques mots sur les initiatives qui sont nées depuis juin dernier. Vous disiez ce que vous vouliez faire, et finalement, vous l'avez fait. Je pense notamment à la première école du climat en France, le local et bien d'autres. Je ne sais pas si c'est la première, c'est notre slogan. C'est vendu comme tel, c'est de la com, sa première école du climat en France. Voilà. Bon, écoutez, on va le garder comme ça. Qu'est-ce qu'on veut faire, au fond, hein? C'est un MEDEF, au-delà de l'influence et bien sûr, et de la gestion de nos mandataires. Deux sujets, l'influence et les mandats, deux sujets extrêmement importants, évidemment. Mais le troisième, c'est de continuer, parce que nous l'avons commencé, à transformer, à poursuivre notre MEDEF pour qu'il soit un MEDEF entrepreneurial. C'est-à-dire, à l'instar des start-up, parce qu'on a de plus en plus de jeunes entrepreneurs, et on ne veut pas être ou rester comme nous ne l'avons pas été. Déjà, je rappelle d'ailleurs que The Num Factory, l'école de la transformation numérique, a été créée au moment de Patrick. Donc on veut être véritablement moteur à l'image de notre territoire, et donc trois exemples. The Climate Factory, oui, comment aider les entreprises, les chefs d'entreprise, leurs collaborateurs, collaborateurs, à s'acculturer à la transformation climatique, environnementale. Bon, ça c'est un sujet extrêmement important, surtout pour les TPE-PME, qui sont bien sûr moins équipés que les grandes entreprises. Et puis on a le local que nous avons créé, un accélérateur d'entreprises, et je pense ils vont peut-être lever le doigt ou se manifester, mais on a un certain nombre de chefs d'entreprise de notre, voilà, ils ont levé le doigt, ils sont modestes, très bien, qui en font partie, oui. Qui en font partie. Et puis nous intervenons, je vous donne, j'en aurai pour longtemps, mais dans le fonds souverain, puisqu'on a évidemment, vous le savez, une poche, un compartiment de 10 millions d'euros, et nous intervenons pour financer les TPE-PME de notre région, de nos territoires, qui sont parfois au-dessous des radars, et pour des sommes de 300, 400, 500 000 euros.
Ouais, on va entre autres encore citer les trophées RSE qu'on avait animés, Andy Team, enfin tout un tas d'événements effectivement que vous portez avec vos partenaires. Alors vous mettez l'accent justement sur cette dynamique des partenaires sans qui les projets ne pourraient peut-être pas se développer à cette vitesse-là. On parle de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui en fait partie. Je crois que Stéphanie Pernot, la première vice-présidente, est dans la salle où va nous rejoindre dans quelques minutes. Hein. Non, mais en revanche... On est une représentante, d'accord, pardon, on est une représentante. Je le fais un peu à contre-temps. Ouais. Je salue évidemment tous, je vous salue tous, au nom de notre bureau, de notre comité exécutif, et puis finalement au nom de la communauté des chefs d'entreprise que nous formons tous. Et puis, alors j'ai pas fait de discours protocolaire, parce qu'on a évidemment Madame Scheck, Sandrine Scheck, la vice-présidente de la région, le président du Césaire, cher Antoine. Mais alors, je vais m'arrêter immédiatement parce qu'ensuite, cher Franck, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, etc. Bon, je vais m'arrêter, mais ils vous citent tous, vous en faites pas. Voilà, mais tout le monde est là, la place lyonnaise est là effectivement et régionale. Oui, je parlais de la région Auvergne-Rhône-Alpes entre autres parmi les grands partenaires parce que le président Laurent Wauquiez est avec nous ce matin à travers cette séquence vidéo qui va arriver. Il a quelques messages à vous faire passer. Je voulais vous adresser un petit message pour cette assemblée générale où j'aurais vraiment aimé être avec vous. Un message pour vous remercier. Vous êtes les entrepreneurs de notre région. Et vous savez à quel point je tiens à ce que dans notre région, on n'oublie jamais, contrairement malheureusement à ce qui se passe souvent au niveau national, qu'avant de répartir de l'argent, il faut créer de la valeur. C'est vous qui portez notre territoire. Et au-delà de ça, vous savez à quel point j'aime le travail en commun qu'on a su créer chez nous. Cet esprit qu'on a ensemble, où on additionne public et privé, on travaille en commun au service de ceux qui entreprennent, qui travaillent, qui font des efforts, qui réussissent. Je veux évidemment associer à mes mots Jean-Luc Ronichet. Jean-Luc est un ami. Vous savez, on a une très forte complicité. Tout ce qu'on fait, on le fait très souvent ensemble. Et c'est ce lien qui nous unit, qui est assez unique, qui nous donne notre force. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer Patrick. Patrick est engagé dans une belle campagne, il porte la fierté de notre région, on doit être à ses côtés. Et c'est important qu'il puisse porter cette voix d'un MEDEF enraciné, territorial, industriel, construit par des vrais chefs d'entreprise. Et ça, c'est le message qu'il porte. Et on n'a pas oublié tout ce qu'il avait fait avant Jean-Luc à la tête de notre région et à la tête du MEDEF régional. Et puis après, je veux m'adresser à vous. Bien sûr que la période est difficile. Bien sûr que quand on voit les folies qu'on a fait sur l'énergie, il y a de quoi se taper la tête contre les murs. Bien sûr qu'on voit ce poids des normes que vous avez sans cesse dessus. Bien sûr qu'il y a ce découragement qui, vous savez, m'insupporte de dire que soi-disant on est au plein emploi avec 7% de taux de chômage et qu'on n'arrive pas à trouver des gens qui ont envie de bosser, tout simplement parce que dans notre pays, on touche bien souvent plus d'argent en ne travaillant pas qu'en travaillant. Mais à côté de ça, il y a ce que vous réussissez à faire. Il y a vos carnets de commandes, il y a vos innovations, il y a la réussite de notre territoire, il y a notre culture d'innovation, il y a nos réussites à l'export, il y a nos entrepreneurs qui sont enracinés dans notre territoire. Et ça, c'est mon immense fierté. Si j'ai autant de plaisir à être votre président, c'est parce que je porte et qu'on porte ensemble une région qui est la locomotive économique de notre pays. Première région industrielle de France. La moitié de tous les projets de relocalisation industrielle l'année dernière se sont faits chez nous, avec des diversités aussi bien sur Oyonnax, dans la Drôme, les tissages de Charlieu, le bassin d'Issoire, la vallée de l'Arve, bien sûr, tout ce qui fait l'écosystème, la force de notre écosystème lyonnais, de notre région, de tout ce qu'on a accumulé ensemble comme énergie. Tout ça, on le fait en commun. La mise en place du fonds souverain, on l'a fait en commun avec Jean-Luc. Le plan d'accompagnement sur les relocalisations, on le fait en commun avec Jean-Luc et Philippe. La volonté de mettre en place ce plan de soutien au recrutement et à la formation, on le fait ensemble. Et encore dernièrement, cette fierté pour notre région, première décision de Van Cleef & Arpels, ce groupe prestigieux, d'installer pour la première fois un site de production en propre en dehors de la Suisse. C'est notre région qu'ils ont choisi avec 2 sites d'investissement. Cette réussite, elle est collective. Et elle est destinée à montrer que dans notre pays, quand on mise sur l'effort, l'entrepreneuriat, l'industrie, ça marche. Merci à tous et on continue à avancer, crise ou pas crise, on est Auvergne-Rhône-Alpes et on est la locomotive économique. Ça a le mérite d'être clair, effectivement, applaudissements. Ouais. Tiens, Jean-Luc, revenez me rejoindre, juste une réaction sur les propos du président Wauquiez. On va croire que je suis son soutien. Ça,
Une réaction, bon écoutez, moi, je ne veux pas reprendre ces termes, hein, c'est toujours délicat de parler après lui, mais oui, nous sommes la locomotive de l'équipe nationale, ça on l'a bien compris, et je suis toujours très heureux de ces moments, car on voit aussi que notre écosystème réagit bien, est ensemble, toutes nos branches professionnelles, tous nos MEDEF territoriaux sont là. Au passage, tous nos collaborateurs auxquels nous devons beaucoup, hein, qui se consacrent corps et âme au succès du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, et la plupart sont ici. Donc voilà, poursuivons dans cette action absolument indispensable. Moi, je vais reprendre les propos de Laurent Wauquiez pour accueillir celui qui, selon Laurent Wauquiez, donc, porte la voix d'un MEDEF enraciné, territorial, industriel, construit par des vrais chefs d'entreprise. Merci d'accueillir Patrick Martin. Patrick, viens. Tout va bien, Patrick? Oui? Jusque-là, oui. Bah ouais, bon, jusque-là, tiens, puisqu'on est entre nous, on va briser les tabous, on va y aller droit au but. Plus de suspense, vous êtes largement favori. Le 6 juillet à midi, vous serez président du MEDEF. Tous ceux d'entre nous, nombreux, Hein? tous ceux d'entre nous nombreux qui ont participé à des compétitions électorales savent que ça n'est jamais joué jusqu'à la dernière minute. Bon, il y a plutôt une bonne dynamique. Enfin, j'en profite, ceux qui portent des voix qui n'hésitent pas à voter. Enfin, à voter dans le bon sens, on se comprenne. Bon, dans un instant, je le disais tout à l'heure, vous avez accepté ce principe du face-à-face face à des dirigeants décideurs qui vont converser avec vous, des échanges qui ponctuent d'ailleurs depuis de nombreux mois votre campagne, où vous n'êtes pas ménagé. Petite question, combien de semelles usées, combien de kilomètres parcourus, combien de mains serrées? Alors, ça dépasse mes capacités de calcul. Ouais. Mais juste pour tenter de répondre, moi j'ai effectué, pas ces derniers mois, mais j'ai effectué plus de 250 déplacements en territoire, comme on dit. J'aime pas bien l'expression, je trouve que c'est presque un peu péjoratif. Mais c'est pas ça l'essentiel de mon propos. Je fais ça avec beaucoup de plaisir. Moi, mon principal handicap, j'en ai certainement d'autres, c'est précisément de me passionner pour tout ça. Et mon équipe me dit, il faut que tu te reposes, arrête de te coucher à 1h du matin, il faut qu'à 22h, tu plies les Gaules. Je dis, non, moi je suis bien avec les gens, j'apprends beaucoup de choses. Et puis je crois que c'est essentiel, cette communauté humaine, cette complicité, le cas échéant, que l'on a entre nous, parce que oui, il faut avoir des grandes idées, oui, il faut avoir des stratégies, mais Dieu sait si tu le fais bien, Jean-Luc, il faut également qu'il y ait du lien humain, comme ça on se dit les choses avec bienveillance, avec simplicité, même quand elles sont un peu difficiles. Bon, on le dit, vous êtes toujours sur le terrain jusqu'au 5 juillet au soir avec ce slogan de campagne, un MEDEF ambitieux pour la France. En quoi n'est-il pas ambitieux jusqu'à présent, donc ? Alors le MEDEF est ambitieux, la France n'est pas assez ambitieuse, c'est ça le message, c'est dire que nous, chefs d'entreprise, on a un rôle déterminant, on est légitime d'ailleurs, à prendre une forme de leadership au regard d'une situation qu'en tout cas moi personnellement je trouve un peu paradoxale et assez décevante. On a un pays extraordinaire, on a une région encore plus extraordinaire, et en regard on a des performances en demi-teinte, je dirais, et c'est à l'origine de crispations, d'interrogations plus ou moins fondées, plus ou moins métaphysiques dans la population française. Et donc si nous au premier chef on ne porte pas à travers le MEDEF, à travers nos entreprises, cette ambition, si on ne redonne pas une perspective à notre pays, à nos jeunes singulièrement, et y compris à ceux qui sont éloignés de l'emploi, si on n'exprime pas de manière argumentée, de manière convaincante cette ambition, je ne sais pas trop qui le fera à notre place. Et je ne néglige pas qu'il y a toute une partie de notre population qui est résignée et qui est même pour la décroissance. Et moi, je n'y crois pas un instant. Je développerai si je peux. Ouais, on va développer effectivement sur cette croissance responsable et croissance tout court. Je le disais, présent sur le terrain, débat à la télévision, présent sur les réseaux sociaux, vidéos, la revue de presse, elle est phénoménale vous concernant. Et vous avez déclaré dernièrement, je serai un président du MEDEF plus offensif et plus collectif. Bien, ça colle parfaitement avec le principe des face-à-face avec dirigeants et décideurs qui eux aussi ont des messages à faire passer et peut-être à vous faire passer aussi ce matin. Vous en avez accepté le principe autour de 3 thématiques qui ont été sélectionnées par Jean-Luc pour l'occasion, mais c'est des thèmes qui vous sont chers. Première thématique, ce sera réindustrialisation et souveraineté. La deuxième, croissance responsable, et la troisième, RSE et inclusion. Des séquences en 3 temps pour que ce soit très clair pour tout le monde. L'intro, c'est Jean-Luc Ronicher et son œil aiguisé. Par thématique, 5 intervenants vont monter, ils prendront la parole successivement sur 2 minutes. Et troisième temps,
votre réaction, on sera un débat sur 15 minutes, des échanges sans tabou, sans langue de bois, c'est ce qu'on veut. Dans un timing à respecter, on doit rendre la salle à 22h. Hein. Donc, pas de souci, on va respecter le timing. Je vous mets la pression, les intervenants, et sur nos différentes thématiques. Première thématique, c'est parti. Réindustrialisation et souveraineté. Et pour échanger avec vous, Jean-Luc et Patrick, nous allons accueillir Franck Colcomet, s'il vous plaît, CEO de Tekalemita Aerospace, président du directeur d'Auvergne-Rhône-Alpes, entreprise. Sous vos applaudissements, vous pouvez. Bénédicte Durand va nous rejoindre, la DG d'Alteora, présidente de Polivia Auvergne-Rhône-Alpes et co-chef de file de France Industrie Auvergne-Rhône-Alpes. Jérôme Geneste va nous rejoindre, directeur des opérations chez Sikens, président de France Chimie Aura. Marc Simon-Jean, directeur Action Régionale Auvergne-Rhône-Alpes chez EDF. Est-il là? Oui, merci. Et enfin, Candice Janton, fondatrice de Savoir d'ici. Venez Candice, venez nous rejoindre. Alors, au panel, effectivement, organisez-vous. La table du panel est ici. Les présentations sont faites. Jean-Luc Ronicher, première question. Pour ouvrir ces face-à-face, effectivement, vous avez choisi d'aborder la réindustrialisation et la souveraineté. Deux sujets essentiels, hein, comme le disait Laurent Wauquiez, d'autant plus essentiels pour Aura, la région Auvergne-Rhône-Alpes, première région industrielle, poumon économique du pays. Alors pourquoi ce choix ? Je vais être extrêmement rapide parce que quand le bâtiment va, tout va, et quand l'industrie va, tout va encore mieux. Donc voilà, place au débat. Franck Colcombet, c'est à vous que revient cette première prise de parole. Je le disais, notamment président du directoire d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui est aujourd'hui la porte d'entrée des entreprises pour la région aux côtés du MEDEF. Avec vous, c'est du concret. Alors justement, dans cette première région industrielle de France, quel est votre regard, Franck, sur ce sujet en tant qu'industriel et en tant que président aussi d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises ? Je vais essayer de faire court parce que Jean-Luc vient de me rappeler que j'avais 2 minutes et on a le compte à rebours devant nous, donc faire rapide. Exactement, on le déclenche, top. Bon, non, d'abord, je voudrais remercier Jean-Luc pour son invitation et vous dire à quel point je partage ce qui a été dit sur la dynamique du MEDEF régional. On est absolument ravis de ce qui est porté, de New Factory, Climate Factory, porter un fonds d'investissement, bref, autant d'initiatives qui contribuent très significativement à la dynamique de notre région. Deuxième élément, tout ça s'inscrit dans un collectif, ça a déjà beaucoup été dit, mais c'est tout à fait essentiel pour nous. Nous travaillons vraiment, comme l'a rappelé le président Wauquiez, dans une grande proximité avec Jean-Luc, avec Philippe pour la CCIR, avec les conseillers au commerce extérieur, avec la CPME également. Voilà, donc il y a vraiment, pardon. Non, il y a vraiment une grande proximité avec la BPI, bien sûr, que je n'ai pas cité aussi, et un travail qui est fait tous ensemble au profit, effectivement, d'un tissu industriel très riche qu'on est ravi de porter. Et je crois qu'on a un MEDEF et un collectif qui ressemblent à cette région. Et je suis ravi, mon cher Patrick, que tout ça soit porté plus haut encore et que le MEDEF national ressemble plus encore à notre MEDEF régional. Et Patrick a évidemment mon plus grand soutien et celui de l'ensemble des équipes de l'agence. Sur le sujet de la réindustrialisation, effectivement, ici, c'est une réalité. C'est quelque chose qui est quotidien et nous le portons au travers du G6 de la relocalisation, aux côtés de Stéphanie Pernaut, qui justement nous réunit tous, de manière à ce que les bonnes énergies et les talents de chacun soient mis au profit des entreprises, avec de vrais résultats. 350 projets que nous avons identifiés collectivement, 143 qui ont été soutenus par la région, ce qui implique 3500 créations d'emplois et 723 millions d'investissements privés depuis 18 mois. Donc vous voyez qu'ici, c'est effectivement une réalité, et factuellement, sans vous inonder de chiffres, ça démontre bien effectivement quelle est notre dynamique, soutenue par 1,2 milliard sur 6 ans, mis donc dans cette ligne-là par la région. Donc les propos de notre président, très percutants sur la dynamique industrielle régionale, vous le voyez, sont suivis des faits, avec des moyens mis à disposition. Et c'est ici, sur cette concrétisation, vraiment une réponse à la désindustrialisation, ou la réindustrialisation en tout cas, et évidemment aussi au sujet de décarbonation, puisqu'il n'y a pas de meilleure décarbonation que de produire chez nous. Très rapidement, je vois que j'approche de la fin de mon temps. Vous parlez quand même du tissu, parce que c'est évidemment l'essentiel. Ces accompagnements sont indispensables à la dynamique, mais le tissu est un élément tout à fait fondamental. Il est remarquable. Tu le disais, Patrick, tu parcours les territoires en découvrant à chaque fois la richesse qu'ils comportent. Je crois que c'est évidemment éminemment vrai en traversant notre belle région. La difficulté est de choisir ce dont quoi on est les meilleurs, tellement on a de talents, sur des variétés d'entreprises de toute taille. Et c'est effectivement une très grande richesse. À titre d'anecdote, je reviens du Bourget, où la délégation régionale de 160 entreprises était la plus grande délégation régionale sur le salon du Bourget, y compris devant l'Occitanie. Donc c'est une très grande fierté. Pas un avion au monde ne décolle sans composants qui viennent de notre région. Ça montre que, notamment dans l'aéronautique, mais évidemment pas seulement, notre région rayonne largement.
Très rapidement pour terminer, un tissu très important, très rapidement. J'aime bien très rapidement et 3 minutes après. Ouais, je suis désolé. Mais il y a tellement à dire sur notre région aussi que c'est compliqué de faire en 2 minutes. Vous me l'accorderez. Non. Non, des très grands projets, le Lyon-Turin, le projet Katarou avec Michelin, donc aussi autant de projets qui nous permettent d'accélérer encore pour le futur, et évidemment des locomotives sur le territoire qui emmènent dans leur sillage des PME de taille plus petite qu'on s'efforce avec l'agence d'accompagner. Ce coup-ci, j'arrête. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci Franck Colcambet, effectivement, merci beaucoup. Bénédicte Durand, DG d'Alteora, présidente de Polyvia Auvergne-Rhône-Alpes. Justement, alors, réindustrialisation et souveraineté en tant que co-chef de file, je le disais, de France Industrie dans la région, ce sont forcément des sujets qui vous sont chers. Oui, ce par quoi je veux démarrer, en fait, c'est qu'on n'a pas attendu 2020, la crise du Covid, la crise de la Covid, en fait, pour parler d'industrie dans la région. Je pense que j'aime bien revenir un petit peu aux sources et aux fondamentaux. On est la première région industrielle de France, et ça fait des années, voire des siècles. On a tous des histoires autour de nous. L'industrie, j'ai quasiment envie de dire, en fait, elle est née ici. Donc voilà, juste quand on parle de souveraineté, se rappeler en fait d'où on vient et où on va. Et en fait, je pense que cette histoire, elle est extrêmement importante dans la construction du tissu local. Parce que quand on parle d'écosystème, on n'appelait pas ça écosystème avant, on appelait ça travail ensemble. On le faisait depuis très longtemps. Évidemment, bon, moi je défends France Industrie, donc toutes les filières de l'industrie. Plus particulièrement la plasturgie en étant présidente sur la région. Quand on parle de Yona, la Plastic Valley, on est sur le cœur de la plasturgie ou le poumon comme on veut. Quand on parle de la vallée de l'Arve, pareil, on a des écosystèmes et ça fonctionne parce que Franck, tu parlais de PME. Mais en fait, ce qui fonctionne bien, c'est cette alliance PME, ETI, grands groupes de la région, de manière assez singulière parce qu'en fait, juste de manière efficace ou efficiente, un peu galvaudée aussi, mais avec beaucoup d'agilité. Et je pense que c'est une vraie particularité de notre région et j'aimerais vraiment qu'on continue à travailler dans ce sens-là. Au travers de France Industrie, on a également une particularité, c'est que le MEDEF est à nos côtés, cher Jean-Luc, depuis le départ. Nous sommes la seule région où le MEDEF est partie prenante au travers de France Industrie. Donc dans France Industrie, on défend l'ensemble des filières avec, évidemment, toujours en tête de mire, de garder les singularités et les particularités de chacun. C'est ça aussi qui fait la force de la région, c'est le respect. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à travailler ensemble, puisque finalement, on a un objectif commun qui est business et économie, ça j'aime le rappeler. Tous les enjeux qui sont les nôtres, on les prend ensemble, mais il faut qu'on aille par le haut, par la croissance et par la conquête. Et ça, pour moi, c'est absolument indispensable. Et on le fait au travers de France Industrie, avec le MEDEF, avec une co-tête de file, ce qui est aussi un peu nouveau, qui est partagé donc actuellement métallurgie, plasturgie. Voilà, mais c'est vraiment ce sens du collectif que je veux qu'on continue à travailler. On y accompagne, on y associe après évidemment tout ce qui est start-up, formation, etc. Mais l'écosystème, il est là parce qu'il est ancré depuis très longtemps. Donc arrêtons de parler nouvellement d'industrie. On l'a toujours été, on a toujours défendu ça, et je souhaite évidemment qu'on continue. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Micro à Jérôme Geneste. Pour l'instant, elle n'a que 20 secondes de retard par rapport à Franck Colcambet qui a explosé le timing. Jérôme Geneste, vous, directeur des opérations chez Sicans et président de France Chimie Aura. Effectivement, la chimie, mère de toutes les industries, est très concernée par le sujet. On s'en souvient notamment avec le paracétamol, même s'il n'y a pas que ça pendant la crise du Covid. Avec Sicans, vous avez agi en relocalisant également votre production. Alors, dites-nous comment vous faites pour agir dans ce sens-là et votre regard là aussi. Alors, globalement, l'Europe, la France et la région, enfin, particulièrement Lyon, était historiquement le berceau de la chimie pharmaceutique. Et aujourd'hui, ça nous a tous sauté aux yeux, même si dans la branche, on alertait depuis déjà une dizaine d'années. On se retrouve avec 85% de nos principes actifs qui viennent d'Inde et de Chine, principalement. Pendant le Covid, l'Inde a fermé ses frontières et là, on se dit « Ah, mince, ce serait quand même pas mal qu'on ait des usines et des industries en France et en Europe. » Donc ça, c'est quand même un point important. Maintenant, développer de l'industrie et l'industrie chimique en France et en Europe, ça va prendre du temps. C'est plus facile et plus rapide de fermer une usine que d'en construire une. Donc ça me paraît très important. Et ensuite, dans la chimie et la chimie pharmaceutique, on est des industries sous contrainte, ce qui est normal, parce qu'on est des industries à risque. On parle de sites Céveso. Site Céveso bas, site Céveso haut. D'où l'intérêt, et on est très bien équipé dans la région, d'avoir des plateformes chimiques, que ce soit concernant le paracétamol, on parle du territoire roussillonnais, on parle de la plateforme de Roussillon, mais on a la vallée de la chimie, on a Pont-de-Clé, on a Jarry, on a Ballan, on a Commentry, enfin bon. Je ne vais pas faire le tour de la région, mais des territoires organisés
des territoires où on accepte, Jean-Luc parlait d'acceptabilité de notre industrie, l'industrie chimique doit être acceptée dans son environnement, on a intérêt à avoir des plateformes. Il n'y aurait pas eu de projet paracétamol sans la plateforme de Roussillon. Je pense que c'est très important. Ensuite, on reste une industrie très énergo-intensive. Donc on a besoin d'un accès à une énergie décarbonée à prix compétitif. Voilà. Et prix compétitif pour nous, quand on parle d'électricité, c'est pas 100 € le mégawattheure. Pour être clair, c'est nettement en dessous. Donc ça, c'est un point important. Donc on a besoin d'investir. La branche a évalué à 12 TWh notre besoin en électricité pour décarboner notre branche. Voilà. Et un point important, quand on parle de redévelopper notre industrie, on ne le fera pas en faisant un copier-coller de ce qui se fait en Asie, hein, pour être très clair. C'est-à-dire qu'on doit développer des nouveaux procédés. Donc on doit redévelopper dans nos usines des procédés en fait industriels avec bien moins d'impact environnemental, évidemment peu de consommation d'eau, puisqu'on peut consommer de l'eau, beaucoup de l'eau de refroidissement dans notre industrie, peu d'autres process, mais beaucoup d'eau de refroidissement. Voilà, donc on a besoin de développer ça et compétitif, parce qu'à un moment donné, si on ne veut pas que l'histoire se refasse, on a encore quand même des gros écarts de coûts par rapport à l'Asie, hein, puisque nos concurrents restent et resteront l'Asie. Donc si on ne veut pas refaire l'histoire, il faut que nos réinvestissements soient compétitifs. Je termine juste sur le projet paracétamol que vous mentionnez, un accord avec nos principaux clients, hein, Sanofi, UPSA, et un coup de pouce de l'État qui a quand même été aussi un vrai catalyseur pour nous permettre d'accélérer le sujet. Merci Jérôme Genest. Effectivement, micro à Marc-Simon Jean, directeur action régionale Auvergne-Rhône-Alpes chez EDF. Bon, l'énergie a été et est toujours évidemment au cœur des préoccupations des entreprises, elle est au cœur des enjeux de souveraineté également évidemment, et en particulier le nucléaire. Votre regard là-dessus? Alors, je ne fais que confirmer ce qu'il y a. Donc, juste 2-3 informations quand même peut-être à partager avec vous, que tout le monde ait en tête. Donc déjà, bonne nouvelle pour la première région industrielle en nombre de salariés, donc qui est Auvergne-Rhône-Alpes. On produit 2 fois plus d'électricité que ce qu'on consomme. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Avec quand même, il faut avoir en tête que le territoire, il n'est pas complètement égal en termes de réseau. C'est-à-dire tous Axillon, Rhodanien, et puis l'Est, donc Isère, etc., est bien desservi parce que ça consomme. Donc s'il y a des projets à développer là-dessus, je dirais que ce sera un peu plus facile pour les développer, notamment quand on parle de développement des énergies renouvelables. Alors moi, j'en parle, je vais revenir sur le nucléaire, parce que dans la stratégie nationale bas carbone, qui existe encore, hein, donc il faut juste avoir en tête, c'est que la stratégie, c'est de dire qu'à l'horizon 2050, on va réduire de 50% nos besoins en énergie, de 40% exactement, nos besoins en énergie. Donc des fois, il y en a qui l'oublient, je pense que c'est bien de l'avoir en tête. Et dans ce qui restera des besoins en énergie, il y aura 55% qui sera électrique parce que ça décarbone, on va dire, c'est le vecteur pour décarboner. Aujourd'hui, il y a 25%. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dernièrement, le 7 juin exactement, RTE il a sorti une mise à jour de ce rapport futur énergétique 2050. Et qu'est-ce qu'il dit? RTE il dit que finalement, à l'horizon 2035, donc 15 ans avant, bien finalement, si on prend le scénario, on serait un peu comme ce qu'on avait dit en 2050. C'est-à-dire qu'on aurait besoin de entre 580 et 650 TWh d'énergie électrique. Et la question qui se pose, du coup, c'est comment on va la fournir. Donc, la réponse, elle est simple, c'est grâce aux renouvelables. Parce que le nucléaire n'arrivera pas, le nouveau nucléaire, à cet horizon de temps. C'est-à-dire que le nouveau nucléaire, Penly, arrivera en 2035. Et vous savez qu'il y a une paire aussi qui est prévue en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je le dis, il y a vraiment un besoin de développer les énergies renouvelables. Je reviendrai sur le nucléaire. Sur le territoire français, notamment en région Rhône-Alpes, en étant attentif que le réseau côté ouest, il va falloir aussi l'adapter si on met ces comptes. Donc ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Ensuite, concernant le nucléaire... Ce que je vous pose, Marc, on parlera du nucléaire lors de la table ronde qui va s'engager, d'accord? Parce que le timing explosé là aussi. Merci. N'oubliez pas la question nucléaire, on y revient dessus. Merci. Merci beaucoup. Candice Janton, qui attendait avec impatience le micro également. 2 minutes, c'est parti. Effectivement, vous allez alors créer votre société qui s'appelle Savoir d'ici, qui fait partie du local d'ailleurs, créé par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, pour valoriser les savoir-faire industriels français, réindustrialisation et souveraineté. C'est des sujets qui finalement sont au cœur de votre activité. En effet, donc j'ai fondé Savoir d'ici il y a 2 ans, avec pour mission d'accompagner les dirigeants d'entreprise dans l'artisanat et dans l'industrie à valoriser leur savoir-faire français.
Et en fait, j'ai fait un constat au bout de ces 2 ans, c'est que mettre son savoir-faire au centre de sa stratégie d'entreprise, ça permet de répondre vraiment à 2 objectifs. Le premier, de développer son activité commerciale, et le second, c'est surtout de recruter pour pouvoir conserver nos savoir-faire en France. Et l'une des solutions qu'on met en place et qui marche plutôt bien, c'est la visite d'entreprise. Donc c'est le fait de pouvoir ouvrir son usine, son atelier de fabrication, soit à des établissements scolaires, soit au grand public, soit à des prospects, des fournisseurs, des clients, à n'importe qui, mais de pouvoir montrer finalement ce savoir-faire. Et en fait, on s'est rendu compte que ça allait un peu plus loin, parce que ça permettait aussi de sensibiliser les gens à comment on fabrique un objet, puisque beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ça, et aussi de se rendre compte que l'industrie, ça peut être vert, que l'industrie, ça peut être innovant. Et c'est pas seulement la chaîne, comme on peut le voir des fois dans les films, ou ce genre de choses. Et donc du coup, pour conclure, la réindustrialisation, c'est un vrai sujet. Mais je pense que tout d'abord, il faut vraiment redorer l'image de ce secteur et rendre l'industrie attractive pour finalement qu'on arrive à faire des merveilles et à attirer du monde. Merci d'avoir exceptionnellement respecté ce timing. Il vous restait même 20 secondes. Merci beaucoup, Candice. Merci à notre premier panel pour ce tour de chauffe. Là, je vais mettre la pression sur l'autre panel. Ce sera 2 minutes par personne, pas plus. Parce que dans l'oreillette, que je n'ai pas d'ailleurs, on me dit, Philippe, le timing commence à être explosé. Patrick, vous avez entendu tout ce qui vient de se dire dans un premier temps. Votre réaction globale, et en plus, après, on enchaînera l'échange. Réaction. Moi, je bois du petit lait d'une certaine manière. Ça, c'est un coup de chapeau aux industries agroalimentaires. Il faut que je sois un peu habile. Non, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si notre région est la première région industrielle de France, ça se traduit dans le taux de chômage, ça se traduit dans le fait qu'on a une balance commerciale excédentaire versus au niveau national une balance commerciale très lourdement déficitaire et qui se creuse. On est à 160 milliards d'euros de déficit annuel. Nos voisins italiens ont un excédent commercial. Il est de bon ton de se comparer aux Allemands et de railler les Italiens. Non, les Italiens qui supportent un certain nombre de fardeaux ont une balance commerciale excédentaire. Donc, pour ces raisons, mais également parce que je suis moi-même pour partie industriel, je fais vivre des industriels, j'approvisionne des industriels, je suis très, très industrialiste. Je crois qu'on a remporté collectivement une première victoire, c'est de réinscrire dans l'imaginaire collectif de nos concitoyens et des politiques l'impérieuse nécessité de l'industrie d'une manière générale. Après, il faut se donner les moyens de nos ambitions, et je pense que c'est une des priorités du MEDEF de demain, ça l'est déjà un peu aujourd'hui, mais il va falloir l'accentuer, que d'amener l'opinion publique, d'amener les pouvoirs publics à gérer leurs contradictions. Je m'explique, les mêmes qui appellent de leur vœu la réindustrialisation ne sont pas les derniers à descendre dans la rue quand il y a un projet d'implantation d'usine à proximité. C'est la même chose pour le logement, c'est la même chose pour les énergies renouvelables. Donc je ne suis pas provocateur par nature, mais je crois que c'est notre responsabilité, en tout cas de celle du MEDEF, de dire, bon écoutez, arrêtons de parler pour ne rien dire, objectivons les débats, et je le redis, donnons-nous les moyens de nos ambitions. Il faut que nous renouions avec une industrie très forte. On a tous les fondamentaux. On a tous les fondamentaux. On a d'abord des pépites industrielles. Hein. Tu parlais du salon du Bourget. C'est impressionnant de voir comme la France est leader de cette filière aéronautique, y compris à l'égard des États-Unis, hein, que ce soit les avionneurs eux-mêmes ou toute la filière en amont. Et c'est vrai dans un certain nombre de domaines. Bon, dans les prérequis, il y a l'énergie, l'accès à l'énergie, le prix de l'énergie. Il y a de la formation. On a encore beaucoup à faire parce qu'on sait qu'on a des pénuries de recrutement dans tous les métiers, toutes les tailles d'entreprise. Mais c'est singulièrement vrai dans cette industrie qui doit se réinventer à certains égards. Et donc, à la fois en termes de niveau de charge sociale, mais de formation, et singulièrement de formation scientifique pour les jeunes femmes, on a encore des marges de progression importantes. Il faut qu'on tire au clair ce sujet de corne-cul, pardon de l'expression, qui est le zéro artificialisation nette, et ainsi de suite. Mais les sujets sont identifiés. L'essentiel, dans mon esprit, c'est qu'il y a cette prise de conscience collective, que ça a été une faillite collective, en définitive, sauf pour les industriels qui ont continué à se battre, que de délaisser l'industrie qui est bénéfique à tout le tissu économique, à toute la société. Sur le nucléaire, quelle est la précision que vous vouliez apporter, Marc-Simon-Jean? Et Patrick derrière. Micro. Donc, je vais quand même répondre sur le prix de l'énergie, peut-être, ce qu'on a en tête, parce que il y a pas mal de questions sur le post-ARENH. Donc au moins ça permettra de répondre. Mais donc le post-ARENH, vous savez qu'à la fin 2025, le dispositif ARENH s'arrête. Dispositif ARENH, c'est vendre à peu près 100 TWh à 42 €, sachant qu'aujourd'hui le prix spot est à 100, le calendar en 2024 est à 300 et en 2025 200. Donc vous voyez un peu, il y a un petit souci. Par contre, on comprend bien que côté industriel,
il faut trouver un dispositif. La position d'EDF, on ne sait pas si elle sera suivie par le gouvernement et l'Europe, simplement qu'on puisse former des prix avec chaque client que l'on a. Et bien entendu, comme par le passé, on sera très attentif aux industriels notamment. Lundi dernier, il y a une signature d'un contrat avec Trimet, qui est une entreprise en Saint-Jean-de-Maurienne, qui on a donné 10 ans de visibilité à Trimet. Donc je pense que c'est un peu dans cet esprit-là qu'on est, c'est-à-dire avoir des contrats 5 ans pour un peu le tout venant. Quand je dis tout venant, parce que 5 ans, c'est un peu la limite de visibilité du prix sur le marché. Et après, sur les gros électro-intensifs, avoir des contrats de 10 ans, je m'excuse, hein, mais je préfère préciser ça parce que je pense que ça intéresse, 10 ans, où là, il y aura peut-être du co-investissement avec le nouveau nucléaire. Voilà, je ferme la parenthèse, mais pour les prix, on est très attentif à ça. Et on fera. Sur le nucléaire, maintenant, il y a 3 projets. Donc, quand je dis 3 projets, en région Auvergne-Rhône-Alpes, pour moi, qui sont majeurs, qu'il faut que tout le monde, à mon avis, ait en tête. Il y a le projet du CERN, il y a le projet de Lyon-Turin. Il va y avoir un projet une paire de PR sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce que j'ai introduit tout à l'heure en disant il y a une accélération finalement des besoins en énergie. Pourquoi ? Parce qu'on veut plus de souveraineté, réindustrialiser. Je précise que les scénarios Horizon 2050, ils ont été pris avec une industrie manufacturée à 10% du PIB. Quand vous prenez 1% en plus, vous passez de 650 à 750 TWh en besoin. C'est juste pour vous expliquer de quoi on parle. Donc là, il y a une accélération qui est faite. RTE commence à dire que finalement, les industriels se décarbonent un peu plus, se réindustrialisent, on relocalise. Donc il y a un besoin. Donc ça veut dire quoi ? Possiblement, c'est pas à moi de le dire, mais il se peut qu'il y ait une accélération du programme du nouveau nucléaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ben, c'est des bonnes infos, Patrick Martin. Non, je pense là aussi qu'il faut objectiver ces débats qui sont, comme beaucoup d'autres, trop passionnels, parfois sectaires en France. Moi, je suis pas aussi affûté que vous sur ces sujets-là, mais il se trouve que courageusement, j'ai pris le pilotage de ce qu'on appelait la task force market design au MEDEF. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire réunir les producteurs d'énergie et les consommateurs, alors les énergos et électro-intensifs, mais tous les autres également, parce que ça a des impacts pour les boulangers, ça a des impacts pour mon entreprise. Bon, on a réussi quand même à dégager une position commune. Je vous apprends pas qu'au niveau européen, les discussions sont compliquées, qu'on n'a pas que des amis. Il y a le bloc allemand en particulier qui continue d'ailleurs à savonner la planche au nucléaire. Quand c'est pas sur la taxonomie, c'est sur l'éligibilité de l'hydrogène vert produit à partir du nucléaire. Le combat n'est pas fini. Et dans le même temps, les Américains sont très offensifs. Alors ils continuent à avoir un prix de l'énergie essentiellement à base d'hydrocarbures qui est à ce jour encore de 2 à 3 fois inférieur à ce qu'on a en France. Et donc moi je suis tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit. Il va falloir des systèmes de tarification qui prennent en compte bien sûr les consommations, mais l'exposition à la concurrence internationale des consommateurs. Et puis à la fin, c'est pas un truc que je dirais publiquement. Je pense que les ménages devront payer plus cher. Et enfin, il faut qu'on réconcilie en définitive ces différentes trajectoires, parce que si on n'y prend pas garde, il y a un risque de blackout. Et en particulier, moi qui suis très nucléariste, et ça se sait, donc c'est pas un propos de circonstance. En particulier, ce qui est imaginé par le gouvernement à ce jour, mais par l'Union européenne au-dessus, c'est-à-dire se priver assez largement du gaz dès les prochaines années, je pense que ça nous précipite vers une impasse énergétique. Et voilà, une fois de plus, il faut être objectif, il faut être rationnel, il faut savoir gérer ces contradictions. Le MEDEF y contribuera. Les 5 dernières minutes d'échange sur cette thématique, dans vos propos, je vous ai tous senti assez offensifs. Quel serait le message que vous voudriez faire porter par Patrick Martin dans les prochaines semaines ? Un message clé, vous en avez un, Bénédicte Durand par exemple ? Non, je ne veux pas vous prendre au piège. Ouais, 10 secondes. Alors moi, c'est pas un message, c'est plutôt une réflexion que je pense que pourrait porter Patrick Martin. C'est que ce que je vois, c'est qu'au niveau européen, finalement, on a refusé d'être en frontal vis-à-vis de la Chine. Pour faire simple, en termes industriels. Donc on part plus sur, finalement, une motivation des industriels, relocalisation, réindustrialisation. Donc qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que, finalement, on soit gagnant, quoi ? Parce que, voilà... Bon, ce qui manque, enfin qui manque un peu moins depuis quelques semaines seulement, c'est une prise de conscience là aussi de la part de certains à la Commission européenne. Je pense en particulier à Monsieur Timmermans, le vice-président de la Commission européenne, qui est et ça se défend, ça s'entend,
qui est un environnementaliste forcené. La lumière est au bout du tunnel. En tout cas, M. Timmermans lui-même, il y a quelques semaines, a dit un peu piteusement, oui, l'Europe aurait peut-être dû se doter d'une stratégie industrielle. Bon, le problème, c'est qu'entre le moment où on le dit et le moment où on le fait, il s'écoule un peu de temps, donc il y a une urgence. Donc voilà, il va falloir que nous tous, le MEDEF singulièrement, soit beaucoup plus présents, beaucoup plus offensifs en définitive, auprès des instances européennes, la Commission elle-même, mais le Parlement aussi, parce que sur leur trajectoire, ils continuent à pondre des réglementations, des normes qui sont complètement orthogonales par rapport à cet impératif de réindustrialisation. C'est vrai en matière de financement, c'est vrai en matière de normes techniques, avec l'interdiction progressive d'un certain nombre de substances qui sont à ce jour, parce qu'il n'y a pas d'alternative économique, de substitut possible, alors même que l'utilisation de ces substances est obligatoire en application d'autres normes européennes. Donc voilà, à un moment donné, il va falloir leur dire, bon écoutez, arrêtez de rêver, oui on est déterminés, accordons-nous sur des objectifs, et y compris et surtout sur des objectifs environnementaux de décarbonation, mais veillons, et nous sommes, nous, particulièrement légitimes pour le dire, veillons au pragmatisme, veillons à la neutralité technologique, oui pour des objectifs ambitieux, après laissez-nous faire, on s'engage, mais c'est pas à vous de faire du micromanagement et de venir nous expliquer matin, midi et soir ce qui se passe. Moi, je n'ai pas à livrer de secret, mais enfin, quand le président d'EDF me dit c'est quand même insupportable de voir des fonctionnaires débarrouler chez nous pour nous expliquer quel type de vanne il faut utiliser plutôt que tel autre, chacun son métier. Bon, ça c'est fait, premier tacle. Très court pour terminer, Bénédicte Durand, très court, c'est le dernier très message. court, mais ça rejoint en fait, c'est sur Ouais. la décarbonation. À un moment donné, je pense, enfin à mon sens, c'est la prochaine révolution industrielle. Et ça doit être une opportunité et non pas une menace. Donc évitons d'être assommés par des normes, c'est ce que tu disais. À un moment donné, notre objectif, c'est plutôt de voir comment on se développe, avec évidemment cette contrainte-là qu'il faut qu'on prenne en compte aujourd'hui, mais sans être étouffé complètement par un environnement à minima européen sur lequel on surtranspose systématiquement. Je pense que la France a une vraie force industrielle et que ça, c'est la clé de la décarbonation. Donc ne venons pas nous mettre en plus, s'il vous plaît, et j'attends du MEDEF beaucoup, encore plus de normes et de contraintes et de CSRD, etc., notamment sur des PME qui vont crever en fait, sinon. Il a dit oui, Patrick Martin, il a dit oui. Merci pour cette conclusion de ces premiers échanges. Applaudissements pour notre premier panel sur cette thématique réindustrialisation, souveraineté. Je vous libère. Merci beaucoup. Voilà, le ton est donné à tous les niveaux d'ailleurs. Deuxième thématique que nous allons aborder, c'est la croissance responsable, avec un nouveau panel de dirigeants et de chefs d'entreprise, puisque vont nous rejoindre Guillaume Dury, le directeur régional d'Auvergne-Rhône-Alpes Veolia, Sophie Sidos, qui est présidente de la Fondation Vicat, présidente du MEDEF Isère et présidente des conseillers du commerce extérieur de la France. Bonjour Sophie. Cécile Mazot, présidente du groupe Mazot et présidente de Foncière Logement et du groupe Action Logement, Anne-Sophie Panzeri, la dirigeante de Maviflex, et Valérie Javel, DG du groupe Arclésis, présidente des acteurs de la compétence. Applaudissements pour ce nouveau panel sur cette thématique, s'il vous plaît. Croissance responsable. Jean-Luc, l'introduction vous revient. Pourquoi? C'était d'ailleurs clairement affiché dans la vidéo d'ouverture du MEDEF, la croissance responsable. C'est en quelque sorte votre devise. Pourquoi cette thématique? D'abord, vous remarquerez que le MEDEF se féminise. Cherchez l'intrus. Moi, je dirais où est la parité, donc? Vous voyez, encore 10-15 ans C'est comme vrai. ça, dans une vingtaine d'années, on sera content d'avoir la loi sur la parité. Oui, alors attendez, qui se féminise? On en est convaincu, mais que ce soit plutôt un président qu'une présidente, le prochain, quand même. Oui. Je profite de cet C'est moi qui le instant. dis. Je profite de cet instant pour quand même faire une pause, pour féliciter, sous un tonnerre d'applaudissements qui viendra juste après mon explication, évidemment. Vous connaissez tous les conseillers du commerce extérieur, et on a eu une campagne éclair, une blitz campagne, en français germanophile, de Sophie Sidos, parce que qui ne connaissait pas les CCE il y a 8 mois, enfin j'exagère un petit peu, elle connaissait un peu, et puis on l'a appelée un peu au secours, et en 3 mois, après une campagne éclair, eh bien elle a été élue présidente de CCE France, c'est-à-dire de CCE Monde. Applaudissements pour Sophie Sidos, merci effectivement. Merci. Une régionale de l'étape à ce poste-là. Merci Jean-Luc. Je rappelle quand même que Patrick est CCE et qui m'a quand même beaucoup aidé dans cette campagne, que je ne serais pas arrivée à être présidente sans lui. Donc il est de bons conseils, et notre prochain président, ça sera lui, voilà, pour le MEDEF. Alors,
Sur l'intro de la thématique, croissance Oui. responsable. Pardon pour cet incise, mais Vas-y, c'était vas-y. quand même important. Juste pour vous dire que notre devise, évidemment, mais je le dis avant que Patrick ne le rappelle, c'est agir ensemble pour une croissance responsable. Nous sommes tous aujourd'hui conscients des changements climatiques, environnementaux. Je crois que le climato-scepticisme est maintenant derrière nous. Bon, excusez-moi. C'est normal une panne de micro, hein. Il en faut une par âge. Et donc, juste pour vous dire que il y a, dans croissance responsable, il y a le terme croissance, car nous sommes convaincus, évidemment, et Patrick le dira mieux que moi, que c'est grâce à la recherche, au développement, finalement, ce sont les entreprises qui seront finalement en mesure de relever les défis qui sont devant nous. Guillaume Dury, on attaque avec vous, directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de Veolia. Vous êtes le nouveau directeur, justement, la branche recyclage et revalorisation des déchets. Très clairement, la croissance responsable, vous, c'est votre ADN. C'est notre ADN, c'est notre raison d'être. C'est la raison d'être en version très short dont s'est doté notre groupe il y a 2 ans. On parle beaucoup de croissance et d'industrie. La croissance et l'industrie, c'est quand même très basiquement, il faut de l'énergie, il faut de l'eau, il faut des matières premières. Il faut que tout ça, ça ait un faible contenu en CO2 et qu'on arrive à les produire en préservant davantage l'environnement que ce qu'on a fait par le passé. Bon, c'est un beau programme. Maintenant, il faut des solutions. Alors, faut pas qu'on ignore l'innovation dans les services, c'est-à-dire sans y mettre trop d'investissement. Il y a encore des gisements de productivité. C'est un peu la sobriété heureuse à la portée de l'entreprise. Et ça, c'est un point qui est quand même important parce que si je prends mon secteur des déchets, il y a encore beaucoup à aller chercher dans l'amélioration du tri, du recyclage des déchets et sans investir forcément massivement. Mais il y a évidemment un champ sur l'innovation technologique qui est super important. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup de technologies qui sont prêtes. On en a beaucoup chez Veolia, on en a beaucoup sur le marché. On a parlé tout à l'heure d'économie d'eau, par exemple. Voilà, on en parle maintenant beaucoup dans le débat public, c'est bien. La réutilisation de l'eau, c'est prêt. Et on a aujourd'hui des technologies qui sont de plus en plus performantes sur ce sujet, qui permettent de réutiliser l'eau sans consommer trop d'énergie. Tout ça, c'est prêt. Par contre, on a devant nous, évidemment, quelques problèmes à régler pour aller jusque-là. Et le principal, c'est évidemment l'investissement. On parle d'investissements très substantiels qui vont être à rentabilité assez faible, très faible même parfois, parce qu'il s'agit essentiellement de faire la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui avec des investissements lourds pour produire de l'énergie faiblement carbonée et avec des ressources faiblement carbonées. Donc on a un vrai sujet de soutien public et le MEDEF a évidemment un rôle à jouer là-dedans qui est très fort. Et puis on a un sujet évidemment visibilité sur l'avenir. Alors visibilité sur l'avenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple le pricing du CO2, c'est quand même un vrai sujet aujourd'hui pour faire un business plan qui tient la route. C'est quoi le prix que je mets dedans? Et sur ça, c'est très compliqué. Évidemment, dans un contexte international, c'est quoi le prix dont je me dote en Europe, c'est quoi le prix qui sera le prix à l'étranger, et ça je pense que Vika en parlera un petit peu. Et puis un sujet de stabilité réglementaire, parce que pour investir, il faut qu'on y voit clair, et moi je parle du secteur des déchets par exemple, où on change à peu près de réglementation drastiquement tous les 3-4 ans, et où pour les collectivités comme pour les industriels, investir c'est très compliqué. Voilà. Il y a des messages, et Patrick Martin les a entendus effectivement en réaction dans quelques minutes. Sophie Sidos, présidente, je disais, de la Fondation Vika, présidente du MEDEF Isère, et donc toute nouvelle présidente des CCEF. Vous êtes à la tête d'un groupe cimentier international. La croissance responsable, vous la portez à de nombreux échelons, alors sur le territoire, nationalement et à l'international. Votre regard là-dessus ? Alors, mon regard, c'est qu'il n'existe pas d'alternative au ciment. On ne pourra pas se développer si on ne continue pas à consommer du ciment. Ouais. C'est un matériau qui est disponible, tant en coût, qu'on trouve partout dans le monde, quand on a des carrières de calcaire. Et c'est un matériau qui est indispensable pour loger de façon digne les personnes sur la Terre. Ce matériau, on est bien conscient qu'il émet du CO2 dans sa manière d'être produit actuellement. Et on a des solutions, on a des alternatives pour réduire ce CO2 et même l'arrêter complètement. Je vais vous donner un petit exemple. On est sur un projet avec EDF qui s'appelle le projet Innovi, qui est un projet concret puisqu'il est chez nous, ici dans notre territoire, en Isère, à Montalieu. Sur notre cimenterie, on a l'envie et l'idée de le faire, et on peut le faire sur notre four, de fabriquer de l'hydrogène, de casser une molécule d'eau sur la chaleur du four. Les fours sont chauffés à 1500 degrés. De mélanger donc cet hydrogène à notre CO2 qui sort de notre cheminée et de faire du méthanol. La France aujourd'hui ne fabrique pas de méthanol, elle l'achète. On produirait
30% du méthanol français. Donc on émettrait plus de CO2. Donc aujourd'hui, l'industrie cimentière, c'est 3% de CO2 en France et c'est 7% dans le monde. Donc on est quand même déjà bien meilleur en France qu'ailleurs, il faut quand même le signaler. On a des possibilités. Alors dans mon groupe, on a comme objectif de réduire de 20% ce CO2. Comment ? 3 choses. 1, en utilisant plus de combustibles fossiles, plus de pétrole. 2, d'utiliser des déchets, d'utiliser des CSR, des combustibles secondaires broyés, d'utiliser des huiles usagées pour remplacer ces combustibles fossiles. Ça va diminuer d'un tiers notre CO2. La deuxième chose, c'est de baisser notre taux de clinker et de rajouter, pour augmenter en résistance, de la pouzzolane ou différentes choses qui font monter en résistance le ciment. Et puis enfin, la troisième chose, parce qu'on peut jouer sur plusieurs leviers, c'est ce qu'on appelle le CCUS, le carbone capture, utilisation et storage, c'est de capturer notre CO2 soit en le glaçant, soit en le captant, pour le transformer sur d'autres choses, donc ce projet Innovi. Voilà, ce que je veux dire, c'est que l'industrie cimentière, aujourd'hui en France, vous avez beaucoup d'usines de ciment, mais il n'y a qu'une seule entreprise qui est française, qui est la nôtre. Les autres sont malheureusement étrangers, donc on est seul enfin, à se battre dans cette grande cour. On a des solutions, on peut faire des choses, mais seul, on ne va pas y arriver. Il faut vraiment que l'État nous aide pour faire ce projet Innovi. C'est à peu près 900 millions d'euros, donc seul, difficile. Il faut que les pouvoirs publics se donnent les moyens de le faire, aillent jusqu'au bout. La France 2030, c'est une vraie chance pour nos entreprises. Maintenant, il faut que les sous, ils arrivent chez nous. Hein. On nous promet des sous, mais on les a jamais. Quoi. Ça fait 2 ans que le dossier, chez moi, il est déposé. 2 ans qu'on me dit, oui, Bruno Bonnel, tous les 15 jours, oui, ça arrive. Mais il n'y a rien qui arrive. Donc, ça serait quand même dommage d'aller faire ça en Chine ou ailleurs. On peut le faire chez nous, on peut être les meilleurs, mais on n'a pas les sous. Donc, voilà, le petit message que je voulais donner aujourd'hui. Oui, on va revenir sur ce coup de gueule. Vous avez raison. Réaction de Patrick Martin dans un instant. Cécile Mazot, vous, justement, comment le logement et la construction deviennent-ils plus responsables? Et typiquement, comment vous faites, vous, chez Mazot? Alors déjà, moi, on a le plus beau métier du monde, construire. Je trouve que déjà, il y a un côté très altruiste. On construit pas pour nous, on construit pour les autres. On loge les Français, on construit de l'industrie, des usines, des bureaux. Donc déjà, le côté durable, tu vois, on l'a. Après, quand j'ai regardé la question, je me suis dit, mais finalement, on fait déjà tellement de choses. Et pas que dans le bâtiment. Former les jeunes, on le fait. Ouvrir les entreprises, on le fait. Travailler avec des partenaires locaux, on le fait. On est déjà une industrie locale. Et je pense qu'on fait déjà tellement de choses. Et je compte vraiment sur le MEDEF pour continuer à valoriser les actions des entreprises. Parce qu'on nous en met de plus en plus sur les épaules, alors qu'on fait déjà énormément de choses. Énormément sur l'insertion, sur l'inclusion. Enfin, j'en passe. Je pense qu'au niveau local, on est plus qu'actif. Donc déjà, c'est la première des choses. Après, on a de vrais, dans la construction comme dans l'industrie, ça a été dit sur la table d'avant, on a vraiment des enjeux forts. On a des enjeux de qualité du bâti. Il faut à tout prix qu'on arrive à mettre en place des bâtiments, que ce soit logements ou autres bureaux et usines, qui puissent répondre aux enjeux climatiques. On le voit, la chaleur, elle est de plus en plus insupportable. On a du mal à garder aussi nos salariés des fois dans les bureaux, tellement qu'il fait chaud. On construit encore des immeubles de bureaux tout en verre. Enfin, je pense qu'il y a une vraie logique, une vraie transformation dans l'acte de construire et dans la vision architecturale de l'acte de construire. Après, donc plus on mettra d'argent dans le coût de construction et plus on répondra aussi à ces enjeux environnementaux qui sont forts. On a des enjeux après d'image de nos métiers. Il faut, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'on ouvre. Alors pour nous, c'est nos chantiers. Il faut qu'on ouvre nos chantiers pour arrêter de toujours être en train de penser chantier égale nuisance égale ennui, plutôt qu'on ouvre et qu'on voit que derrière les chantiers, il y a un écosystème. Il y a des partenaires, il y a des fournisseurs, il y a une activité locale. Enfin, tout ça, il faut qu'on ouvre beaucoup plus. Voilà, il faut qu'on communique mieux sur nos enjeux et pour justement enlever cette image un peu de nuisance. Et le troisième levier, je pense que c'est l'emploi. On parle beaucoup de la jeunesse. Moi, je trouve qu'on a des jeunes qui sont aussi extraordinaires. Alors, certes, ils switchent, mais moi, à leur âge, je changeais de boîte tous les 3 ans aussi. Je pense qu'on a des enjeux aussi de management fort, où nos managers peuvent aussi être un peu dépassés. Donc, il faut qu'on les accompagne, qu'on les forme. Et je pense qu'il faut qu'on s'adapte à cette jeunesse et puis qu'on les fasse rentrer peut-être un peu plus dans nos boards et puis qu'on comprenne aussi quels sont leurs propres enjeux. Parce que je vois mes enfants, mon fils qui a 14 et
ma fille 10 ans, on leur fait peur en permanence sur plus tard il n'y aura pas d'emploi, plus tard la planète elle va exploser. Et donc du coup on est en train de créer une peur, une panique chez les jeunes. Donc après 20 ans après ou 10 ans après on les a dans nos boîtes, faut pas s'étonner que ça soit ce crash test. Voilà. Il dit oui, Patrick Martin est en train d'acquiescer, effectivement, et il aura la réaction. Donc, là aussi il y a des enjeux messages. de formation très fortes. Voilà. Là aussi il y a des messages. Bon. Merci Cécile Mazot. Anne-Sophie Panseri, dirigeante de Maviflex, qui est spécialiste de portes souples industrielles. On parle de croissance responsable. Vous, comment vous l'incarnez au sein de votre entreprise ? Alors, d'abord, croissance responsable, je pense que c'est synonyme de diriger. C'est un préambule de notre fonction. Ensuite, pour le petit clin d'œil femmes chefs d'entreprise et féminisation, au vu du panel, le MEDEF a beaucoup à apprendre des femmes sur la croissance responsable. Pour Maviflex, trois actions. La rareté d'abord, on travaille sur les matériaux, éviter les chutes dans notre process industriel, diversifier les matériaux et le recyclage de tous nos matériaux, que ce soit en production et sur les chantiers. Ensuite, c'est travailler sur l'énergie, consommer moins forcément. Alors bien sûr, acheter des portes Maviflex, ça vous fera moins consommer. Mais dans nos process industriels, ça veut dire beaucoup d'investissements à avoir. Sur l'eau, par exemple, nous on a une chaîne de peinture, donc on travaille sur la suppression du décraissage pour faire chuter notre consommation d'eau. Sur les équipes, deuxième grand axe de l'entreprise, donc le capital humain, il est essentiel dans une croissance responsable. Donc un parcours d'intégration chez Maviflex, tous les salariés font 10 jours en parcours d'intégration avant d'aller sur leur poste, et c'est les directeurs de service qui les reçoivent, donc ils apprennent la cohérence des métiers dans l'entreprise. Sur les jeunes, il y a des actions particulières. L'industrie, c'est le seul moteur pour les jeunes de la croissance responsable. Donc il faut qu'ils en aient conscience. Donc ça veut dire accueil de beaucoup de stages de troisième, ça veut dire beaucoup d'apprentis dans l'entreprise, on a multiplié par 3 et je me suis investie sur les WorldSkills. Là aussi, on a besoin de partenaires, si vous voulez. C'est une compétition des métiers, c'est un vrai enjeu et Lyon est vraiment en lumière. Troisième enjeu, les seniors. C'est les accompagner sur leur fin de carrière avec plus vers la qualité, plus vers la formation des équipes en interne. Et troisième gros objectif, c'est l'innovation destructive. Pour Maviflex, c'est de passer de la vente d'un produit à la vente d'un usage, donc au nombre de cycles d'usage d'une porte chez un client. Et ça veut dire une transformation complète de notre modèle, une stratégie digitale très puissante. Aujourd'hui, pour faire tout ça, Maviflex, c'est 14 millions d'investissements sur 31 millions de chiffre d'affaires. Donc l'enjeu financier, la prise de risque, on y croit, on y va. Mais voilà, il faut aussi que, pour moi, un des messages, c'est qu'on passe d'une défiance générale à une reconnaissance du rôle majeur de nos entreprises. Merci Anne-Sophie Panseri. Effectivement, là aussi, il y a des messages. Vous êtes la dernière à intervenir. Allez-y, allez-y. Il a noté, Patrick, il a une mémoire d'éléphant, Patrick. Valérie Javel, je disais, DG d'Hugo Parchesis, entre autres. On dit souvent que les compétences sont clairement au cœur de la transformation responsable. J'imagine justement qu'en tant que présidente des acteurs de la compétence, vous êtes en ligne avec cette affirmation. Oui, tout à fait. Alors, première intervention d'une personne qui est dans le service. J'ai créé ma boîte de formation il y a 37 ans. C'était hier. Ouais. Et ça fait 37 ans que j'accompagne des entreprises dans le développement des compétences de leur capital humain. D'accord ? Et ça fait écho chez moi. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, il faut militer aussi. Il faut être un patron militant. Donc, je me suis engagée dans une fédération, la Fédération des acteurs de la compétence, qui est la fédération représentative de la branche des organismes de formation. Alors, organismes de formation, qu'est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, pour relever ces enjeux qui sont vraiment important. Parce que nous, acteurs économiques de la formation, on a une double responsabilité. La responsabilité de former nos chefs d'entreprise et nos salariés sur ces enjeux de transformation pour pouvoir être performants et former nos entreprises clientes et les accompagner. Management de transition, j'ai entendu, tout un tas de sujets. Très, très important. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je vais faire très vite. On s'est engagé, et ça fait beaucoup plus que 2 ans, dans décrypter
sensibiliser et accompagner. Décrypter, ça veut dire quoi? On a créé un observatoire au niveau de notre fédération pour décrypter tous les nouveaux métiers qui vont avoir besoin de compétences et que pour nous, acteurs de cette compétence, on puisse accompagner. Ensuite, alors évidemment, on n'est pas les seuls, hein, on travaille avec Shift Project, des acteurs importants. Ensuite, nous avons sensibilisé. On a mis en place un challenge carbone. Moi, je me suis dit, société de service, pas de problème. Et là, on se rend compte qu'on a aussi beaucoup d'efforts à faire. Et enfin, accompagner. Au niveau financier, nous avons mis en place une contribution conventionnelle pour former nos salariés. On l'a dit, on a besoin de moyens. On a besoin de beaucoup de moyens. Et ben nous, on est allé les chercher au sein de nos entreprises parce que sans financement, on n'arrivera pas à développer les compétences. Oui, entre autres. Merci beaucoup Valérie Javel. Patrick Martin, je vous viens de voir vous prendre des notes. La croissance responsable, c'est évidemment un axe majeur de votre programme, votre réaction à ce qui vient d'être dit. Il s'est dit beaucoup de choses. Oui. Il faut pas Faites une sélection. Faut pas me laisser 2 minutes. Non, première conviction, moi je pense que la révolution environnementale crée des opportunités de business incroyables. Incroyable, on le voit à travers toute la France en termes d'investissement, en matière de création d'emplois. Elle crée aussi des menaces incroyables, parce qu'on sait très bien qu'il y a des secteurs entiers qui sont exposés, qui pour certains disparaîtront. Une de nos responsabilités, c'est d'identifier les opportunités, d'identifier les menaces, pour que le plus en amont possible, y compris en termes d'emploi, en termes de formation, mais également en termes d'aménagement territorial, on soit à la manœuvre et qu'on n'ait pas à gérer des urgences, comme c'est trop souvent le cas. Il y a une forme d'aveuglement des pouvoirs publics. Ça m'envoie mon deuxième point. On a la démonstration, pour qui en doutait, hein, que nos entreprises sont vraiment sur ce sujet et l'appréhendent avec beaucoup de détermination et de manière assez positive. À ceci près que dans l'opinion publique et chez beaucoup de politiques, nous sommes la variable d'ajustement et finalement les accusés. Alors ça va être un chemin de crête, moi j'en suis parfaitement conscient, ça va être un chemin de crête, mais il va falloir l'emprunter d'un pas alerte que d'imposer l'idée que nous ne sommes pas les coupables, nous sommes les solutions. Je m'explique, et je vous cite quelques anecdotes. Avec Geoffroy Roux de Bézieux, ça devait être début 2020, on va voir la ministre de l'Environnement de l'époque, qui a eu de la promotion depuis, si vous voyez de qui je veux parler, et à qui on dit, loi AGEC, ça parle à beaucoup d'entre vous, notamment les REP, dans certaines professions, ça ne peut pas être mis en œuvre dans les délais impartis, tout simplement parce qu'il y avait le confinement. La même, flanquée de sa ministre vraiment en charge de l'environnement, qui d'ailleurs dans un grand groupe remarquable dorénavant, nous disent oui, on va donner 6 mois de délai, vous nous le confirmez par écrit cet après-midi. Par porteur spécial, on envoie la demande écrite. Le soir même, le courrier aux 2 ministres était entre les mains d'un député vert activiste qui en a fait ses choux gras et qui à tous les journaux a dit regardez, on a bien la démonstration que les patrons sont des faux environnementalistes, ils font tout pour empêcher les mesures qui contribueront à l'environnement. Donc il faut être extrêmement prudent. Et la meilleure réponse, c'est celle-là, c'est ce qu'on fait ce matin, mais on le fait entre nous, il faut qu'on le fasse beaucoup plus sur la place publique, de dire c'est nous qui sommes les porteurs de solutions, on n'a pas appris ça dans les livres, hein, même dans nos rangs, il y a des gens qui sont un peu dans le commentaire et dans le consulting, on a besoin de consultants, mais qui ne vivent pas ça dans leur chair, dans leur quotidien. Il faut que nous soyons beaucoup plus présents dans ce débat public. Enfin, parce que c'est ça l'essentiel du débat, il faut que nous assumions la thèse de la croissance. Alors ça paraît évident entre nous, ça aussi, hein, mais enfin il ne vous a pas échappé que la thèse de la décroissance est en train de prospérer, portée par des gens essentiellement de bonne foi. Il ne s'agit pas de les évacuer d'un revers de la main, il faut les considérer, il faut les entendre, mais il faut les raisonner. Il y a aussi une minorité agissante qui est politiquement décroissante et qui a un objectif politique, donc, qui est une forme de chaos. Mais enfin, si on n'a pas de croissance, comment est-ce qu'on va financer les innovations? Comment est-ce qu'on va financer les investissements? 40 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an pour nos entreprises, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Comment est-ce qu'on équilibrera durablement nos régimes sociaux? Comment d'ailleurs se dégagera-t-on le jour venu des excédents? Ça semble se dessiner sur l'UNEDIC
pour, le moment venu, baisser les charges sociales, en particulier à partir d'un certain niveau de salaire. Comment pourra-t-on tout simplement maintenir et développer l'emploi? Comment pourra-t-on distribuer du pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat, c'est le sujet central du pays. Et donc, sans arrogance, sans être péremptoire, sans être professoral, eh ben, je crois qu'il nous appartient aussi de dire la croissance, c'est pas le problème, c'est la solution. C'est notamment pour ces raisons que vous dites dans votre programme, notamment le MEDEF prendra l'initiative de réunir une grande convention croissance et climat si vous êtes élu. Oui, pardon. Dieu sait s'il y a des sujets de désaccord, mais probablement de désaccord définitifs avec les organisations syndicales. Alors, pour le coup, moi, je suis assez affirmatif et j'ai donné des coups de sonde auprès des numéro 1 ou numéro 2 des organisations syndicales. Je pense qu'on peut converger sur une forme de vision stratégique dont notre pays manque cruellement, qui est effectivement de savoir comment on peut réconcilier la croissance et le climat. Et à nouveau, je suis assez affirmatif parce que j'ai pas encore vu une organisation syndicale, même les plus anti-patronales, s'opposer au maintien et à la création d'emplois, s'opposer à l'injection de pouvoir d'achat, pas plus que s'opposer d'ailleurs au verdissement de notre système productif. Donc voilà, sans aller dans des négociations à proprement parler, si on peut, comme ça s'est fait à certaines époques, poser un diagnostic partagé, ensuite il sera toujours temps de décliner ça thème par thème. Je suis confiant. Sur la table ronde, là, sur les échanges, il y avait Sophie Sidos et Cécile Mazot. Sophie Sidos qui disait il faut nous aider en parlant du MEDEF et de l'État, et Cécile c'était je compte sur le MEDEF. En quoi précisément attendez-vous quelque chose de Patrick Martin s'il est élu le 6 juillet prochain, évidemment? Très précisément, par exemple. Alors très précisément, le MEDEF il est proche de nos gouvernements. Ouais. Je ne dis pas qu'il est avec, mais proche. En fait, il est proche, très proche. Ouais. Il reçoit tous les jours des ministres, et je peux vous le dire parce qu'on en voit régulièrement. Il fait passer des messages qui leur font changer des lois aussi auprès de nos députés. Et c'est ça, pour nous, le MEDEF, c'est avancer, changer ces lois pour avoir nos crédits plus rapidement. C'est du lobbying. Crédits. Vous, c'est des crédits, ok. C'est du lobbying. Du lobbying. Voilà. Patrick. Non, mais il y a l'éléphant au milieu de la pièce, qui est celui de la baisse des dépenses courantes de l'État. Parce qu'on sait très bien que les finances publiques sont dans un état délabré. Je parle de l'État lui-même, c'est beaucoup moins vrai des collectivités locales. Et que quand on suit les débats en cours actuellement, c'est une espèce de jeu de bonneteau. L'État veut faire des économies, mais veut faire des économies sur le dos des entreprises, en rognant sur le crédit d'impôt recherche, en rognant sur certains dispositifs. Mais c'est pas à l'échelle. Et puis c'est pas ça qui nous fera gagner en compétitivité. Le vrai sujet, c'est d'attaquer les dépenses courantes de l'État. Et c'est une évidence. On peut prendre toutes les comparaisons internationales. Il y a des piles de rapports qui ont été faits, y compris par des chefs d'entreprise remarquables. Le dernier rapport, c'est CAP 22. On avait, issu de nos rangs, on avait le président de Safran, Ross McInnes, et on avait Véronique Bédag, dorénavant président de Nexity. Donc les propositions, elles existent. Les pistes, elles sont identifiées. À un moment donné, il va falloir que l'État soit tout simplement courageux. Je ne suis pas en train de dire il faut virer 500 000 fonctionnaires. Enfin, dire, j'en sais rien. On peut peut-être les mettre sur des fonctions plus opérationnelles, plus efficientes. Mais c'est ça le vrai sujet. On ne peut plus tourner autour du pot. Et moi, c'est un message aussi impopulaire soit-il auprès d'une partie de l'opinion publique, singulièrement les fonctionnaires par définition. C'est un message que je porterai. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Sinon, on n'aura pas les marges de manœuvre. Et après, précisément pour baisser les impôts de production, pour accélérer en trésorerie le versement des aides qui sont annoncées à grand renfort de tambours et trompettes, mais qui n'arrivent pas. La com, c'est bien, il faut de la com, mais il faut des actes à un moment donné. Là, les marges de manœuvre existeront. Oui, il y a une dernière chose. Vas-y, pose ta petite question. Bon, aussi en France, on a une norme tous les 2 jours qui nous arrive de l'Europe et on n'en peut plus de ce poids administratif. Et là, le MEDEF est très puissant pour faire comprendre que ça peut plus, on n'en peut plus, quoi. Il faut qu'on puisse dégager quand même des résultats pour faire cette transition écologique qui nous coûte très très cher. Et là, on a un poids très puissant avec le MEDEF. C'est pour ça qu'il faut absolument que toutes les entreprises adhèrent bien dans des structures syndicales et pas n'importe lesquelles, celles qui ont du poids et pas celles qui représentent des bons clubs de bonne bouffe locale. Ce qu'il faut, c'est des vrais... la bouffe, c'est pas mal aussi, mais bon, ouais. Effectivement. On vous sent agacé, là, Sophie Sidos. Non, mais parce que moi, en Isère, il y a plein de petits clubs partout qui se créent, puis après, quand ils ont un problème, ils viennent me voir, mais c'est trop tard. Et je leur dis, mais vous êtes adhérent chez moi? Non, écoute, voilà. Oui, et là, il faut vraiment... Message reçu, Patrick Martin. On peut être actif. Non, il y a évidemment le combat de
contre le délire normatif, mais pardon, je ne crois pas être identifié comme un grand intellectuel, ça me désole d'ailleurs, mais enfin il faut que j'assume. Il y a le combat des idées. Typiquement sur le logement, moi j'ai le souvenir précis d'être intervenu auprès de Laurent Berger et l'icône des jeunes, l'idole des jeunes, Jean-Marc Jancovici, à Sciences Po Paris, qui passe pour être un temple du wokisme, ce qui n'est pas tout à fait vrai, pour parler d'un certain nombre de sujets. On en est arrivé à parler du logement. Et Jean-Marc Jancovici, qui est un homme intelligent, que je respecte, a ressorti son éternel argument, il n'y a plus lieu de construire des logements, il y a 1 million de logements vacants à travers la France. Oui, à part que les logements vacants, ils ne sont pas exactement là où sont les emplois, et déraciner sur le plan personnel, amical, familial, telle ou telle personne en recherche de logement pour l'envoyer à l'autre bout de la France, c'est une vue de l'esprit. Ça existe dans des régimes au moins autoritaires, pour ne pas dire dictatoriaux. Personne ne souhaite que la France se dote d'un régime autoritaire ou dictatorial. Donc à un moment donné, il faut quand même avoir une vision un peu complète, un peu globale et un peu humaine de ces situations-là. Qu'on ait 2 400 000 Français en attente d'un logement social, c'est dingue, c'est dingue. Et avec des effets, ça a été dit tout à l'heure, sur la mobilité professionnelle, sur le pouvoir d'achat. Enfin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein. La pénurie d'offres fait monter les prix. Donc, à un moment donné, il faut dire les choses, il faut les dire posément, il faut les dire rationnellement. Mais mon message, plus ou moins subliminal, alors autant qu'il soit explicite, c'est qu'il faut tous, que nous soyons militants. À nouveau, de manière rationnelle, objective, sereine, convaincante, bienveillante, tout ce qu'on voudra, je le dis sincèrement, mais soyons plus encore militants, faute de quoi la nature ayant horreur du vide, d'autres s'emparent du débat public et finissent dans nos inconscients comme dans nos conscients, et encore plus dans ceux des décideurs politiques, finissent par imposer des thèses qui deviennent des évidences alors que ce sont des contre-vérités. Message est passé, voilà, merci. Militant et aussi un petit peu gourmand, n'est-ce pas, Officidos? Merci. Merci. Applaudissements pour notre deuxième panel sur cette thématique croissance responsable. Merci beaucoup. 22h, pas de souci. Dernière thématique de ces face-à-face, c'est RSE et inclusion. Et nous avons appelé à nous rejoindre sur scène Sandrine Chex, la vice-présidente de l'Action sociale et au handicap en région Auvergne-Rhône-Alpes. Marie-Laure Belair d'Argent, rejoignez-nous, déléguée régionale de la GFIP. Aurélie Cholet, directrice des ressources humaines et de l'ARSE Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Alain Repiquet, le directeur général de Sinovate. Et Marion Picot, fondatrice de Humanimo. Merci de nous rejoindre. Marion est là également. Bienvenue, applaudissements lors de leur prise de micro et prise de place. Jean-Luc Renicher, RSE et inclusion, c'est des sujets qui, je le sais, vous tiennent à cœur, vous y êtes particulièrement sensible. Oui, c'est pas un effet de mode. Je pense que c'est extrêmement important. C'est pas non plus pour donner une espèce de conscience, de bonne conscience au MEDEF que nous représentons tous. Hein. Non, c'est une vraie conviction et j'avoue que j'y attache une grande importance. On est évidemment accompagné par nos collaborateurs et collaboratrices qui sont en charge de ce sujet. Nous avons des partenariats avec la région et puis bien sûr avec Sandrine sur le handicap. Je suis content de voir Marion. On a créé, on a inventé, enfin bon, on est très imaginatif au MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Créaduo, qui est un dispositif simplement d'aller identifier un chef ou une chef d'entreprise qui veut se lancer ou qui veut reprendre une entreprise. Et dans les QPV, parfois dans les quartiers prioritaires de la ville ou pas d'ailleurs, ou dans les zones de revitalisation rurale, mais pas que. Et puis finalement, avec une espèce de mentor, d'accompagnement d'un chef d'entreprise un peu plus expérimenté, donc d'aider des jeunes à la reprise et ou à la création d'entreprises dans des environnements qui ne leur sont pas forcément favorables. Hein. Tout le monde ne fait pas Sciences Po Paris, tout le monde ne fait pas l'ESSEC, tout le monde... bon, voilà. Merci pour cette introduction. C'est ce petit clin d'œil. Sandrine Chex, c'est parti pour notre panel. Première prise de parole. Sandrine Chex, inclusion, handicap. On sait que vous êtes fortement mobilisés, que vous œuvrez sur ces sujets. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'engagement, les actions clés que veut porter la région Auvergne-Rhône-Alpes? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. La région Auvergne-Rhône-Alpes et son président, Laurent Wauquiez, a souhaité que le handicap soit vraiment au cœur de l'ensemble de nos politiques régionales, avec une prise en compte de manière transversale sur l'ensemble de nos politiques régionales. Évidemment, on pense à l'orientation maintenant, à la formation et à l'emploi qui vous intéressent particulièrement, mais également tous les autres champs
parce que les personnes en situation de handicap, qui représentent quand même 12% de la population, dont 80% sont en situation de handicap invisible, ont toute leur place dans notre société et ont droit à une vie comme tout le monde, comme n'importe quel citoyen. Donc ça, c'est notre base d'engagement et celle de l'équipe, et notamment avec Stéphanie Pernaut sur l'emploi et l'économie, avec Jacques Blanchet sur la formation. Donc on a différentes actions et on travaille régulièrement ensemble là-dessus. Et ce qui était important pour moi de transmettre comme message, c'est que derrière une personne en situation de handicap, ou devant, ça dépend comment on voit les choses, il y a des talents, il y a des compétences, il y a des savoir-faire. Et ce sont des gens qui ont envie de travailler, qui veulent travailler, et qui sont particulièrement motivés et qui sont particulièrement rigoureux dans leur travail. Donc il ne faut pas l'oublier, ça n'est pas qu'une histoire de 6%, c'est une vraie richesse. Et cette richesse, on essaye d'y contribuer aussi avec l'ensemble des partenaires, en faisant en sorte que l'on change le regard sur le handicap. Et ce changement de regard, on le partage avec le MEDEF, avec les équipes du MEDEF, notamment au travers de ce que ça peut représenter les valeurs du sport, par exemple. Des sportifs de haut niveau qu'on a pu voir à Vichy au Global Games, qu'on verra l'année prochaine aux Jeux paralympiques. Ils ont ces valeurs et ils ont cette force, cette détermination à avancer malgré le parcours du combattant qui est le leur. Et donc tout ça, toutes ces richesses-là, elles ont la place, elles ont toute leur place dans vos équipes. Vous voulez tous recruter, eux veulent être embauchés. Il y a un petit match à faire. Mais pour ça, il faut rendre accessibles vos métiers aussi et travailler là-dessus. Ça, c'est mon petit message. Et puis, simplement vous parler en 2 secondes du club des partenaires H+, dans lesquels nous associons les entreprises et notamment le MEDEF. Parce qu'en soutenant un athlète, vous contribuez aussi à mobiliser le regard de vos collaborateurs pour se rendre compte que finalement la différence ou le handicap, il n'est pas forcément là où on croit, surtout en matière de sport. Merci beaucoup. Des messages et un appel du pied. Merci Sandrine Chex. Marie-Laure Belair d'Argent pour la GFIP, justement en quoi l'inclusion de personnes en situation de handicap dans les entreprises est source de performance. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation et cette prise de parole. Je vais m'employer à être complémentaire de Sandrine parce qu'on se retrouve sur de nombreux points. Alors, en quoi c'est un facteur de performance ? J'allais dire dans la mesure où vous avez besoin de développer votre capital humain, si j'ai tout bien compris depuis ce matin, et qu'il existe un certain nombre de personnes en situation de handicap qui ont très envie, ça fait partie de leur projet de vie, de travailler. Effectivement, je trouve qu'il y a un bon canal commun de mise en synergie qui serait propre à permettre de développer les activités des entreprises. Alors, nous à la GFIP, juste la GFIP, tout le monde sait ce que c'est ? Bien sûr que non. Donc, quand même l'association nationale qui travaille à développer l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé, et ça depuis 1987. C'était un petit peu les prémices des pollueurs-payeurs avant l'heure, puisque ce sont les entreprises qui ne respectent pas pleinement leurs obligations d'emploi, qui contribuent à la GFIP et à toutes les actions qu'on développe sur le terrain. 60 millions d'euros versés l'année dernière sur le seul territoire auvergnat-rhône-alpin. Voilà, ça pose un petit peu le champ de notre action. La GFIP, c'est aussi paritaire, avec une place bien entendu pour le MEDEF, et dans la construction de la stratégie de la GFIP en faveur de l'emploi des personnes handicapées. C'est un petit peu ce qui nous a occupé une partie de l'année 2022. On a travaillé plus globalement avec l'écosystème emploi, formation, parce que oui, quand on parle emploi des personnes handicapées, on ne parle pas recrutement. En fait, c'est même la plus petite partie d'iceberg, puisque la vraie question, c'est celle du maintien dans l'emploi, du développement des parcours professionnels et des carrières, et de la compensation du handicap quand celui-ci survient et que dans 20% seulement des cas, il nécessite un aménagement de poste. Tu as cité ce chiffre de 80% des handicaps invisibles. Moi, j'aimerais citer aussi ce chiffre sur le fait que quand on devient demandeur d'emploi en situation de handicap, c'est la plupart du temps parce qu'un parcours a été rompu, parce qu'on doit faire le deuil du métier qu'on a exercé pendant longtemps, sur lequel on a été formé, et on s'inscrit à Pôle emploi avec toute cette
c'est ce deuil à réaliser, et on a en général, en moyenne, 47 ans. Donc on cumule plusieurs problématiques. Voilà, donc moi il me semble qu'il y a un boulevard d'opportunités. Je ne suis pas entrepreneur, mais je saisis quelques prémices sur lesquelles on pourrait tout à fait évoluer. Et Patrick Martin a pris des notes également. Merci beaucoup. Aurélie Chollet, Groupama, on le sait, très engagé dans l'inclusion et la RSE. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous voulez mettre en place et qu'est-ce que vous mettez déjà en place ? Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Jean-Luc. Je suis ravie d'intervenir sur un sujet qui nous tient très à cœur, la RSE et l'inclusion, et j'apprécie particulièrement la façon dont vous posez la question, parce que vous nous demandez des preuves, des actions. Du concret. Et quand on parle de RSE, on n'est pas sur de la com, désolé, mais on est vraiment sur l'action. Donc on a plusieurs actions. Je vais vous parler de l'engagement social qu'on a évidemment avec ma casquette de DRH, et je vous parlerai également de notre engagement sociétal. Sur l'engagement social, on a une politique RH qui met en avant l'inclusion, donc que ce soit l'inclusion de nos seniors avec des programmes de départ à la retraite, de pré-retraite, mais aussi bien évidemment tout ce qui touche autour de l'accueil de stagiaires nombreux, du développement de l'alternance, la capacité aussi à développer les alternances, c'est-à-dire à pouvoir derrière leur proposer des emplois au sein de l'entreprise. Je vous parlerai aussi des mécénats de compétences qu'on peut avoir au sein de divers organismes divers et variés qui sont aussi très importants dans la valorisation de nos actions sociétales. Et puis, je vais vous parler du recrutement parce que je pense que c'est un sujet qu'on partage tous aujourd'hui dans cette salle. Le recrutement, pour nous, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, on est une entreprise très présente dans les zones rurales, pour ceux qui l'ignorent. On est aussi présent sur les zones urbaines, mais beaucoup plus implanté sur le périphérique urbain et les zones rurales. On a besoin d'aller chercher des candidats qui aujourd'hui ne sont pas formés au métier de l'assurance. Donc on pratique ce qu'on appelle le recrutement inclusif, c'est-à-dire qu'on va chercher les compétences, les savoir-être avant le savoir-faire, et on va former, on va accompagner à la reconversion de personnes donc dans ces zones. Et là, on a vraiment des réussites incroyables sur des fleuristes, sur des coiffeurs, etc., qui se reconvertissent et qui restent dans leur territoire. Et là aussi, c'est très important pour nous, parce qu'on a un engagement territorial extrêmement fort, qu'on partage évidemment avec le MEDEF et avec la région. Et donc, ça nous permet de maintenir nos 2300 emplois au sein de nos 12 départements et surtout de maintenir l'emploi très local. Et puis, d'un point de vue sociétal, je vais faire très vite, je vois que je dépasse déjà, on a bien évidemment toutes les actions qu'on met à disposition pour accueillir les personnes qui sont en situation de handicap dans nos agences. Donc on a des dispositifs de gestion des sourds et malentendants avec des systèmes de visio pour qu'ils puissent aussi avoir accès à nos services. Évidemment, l'accessibilité de nos agences, la volonté d'ouvrir aussi notre siège et aux différents acteurs et à l'écosystème inclusif avec les startups et les incubateurs, dont les incubateurs du MEDEF. Et moi, je vous remercie pour votre réponse. Merci beaucoup, Aurélie Chollet. Alain Repiquet, vous, votre univers, alors c'est la data, carrément, et justement, dans le digital. Comment l'inclusion se manifeste-t-elle ? Alors déjà, bonjour à tous et merci de l'invitation. Déjà, pour comprendre, nous, Sinovate, on est une société, comme vous le disiez, spécialisée sur le monde de la data, donc une entreprise de services numériques avec une très forte croissance, puisqu'on a 50% de croissance annoncée sur 2023. Et il n'y a que des entreprises en croissance ici, ne vous en faites pas. Et donc, des objectifs de recrutement qui sont très importants. Ces recrutements se font à travers des ingénieurs et des docteurs en mathématiques et statistiques, et souvent des jeunes qui sont extrêmement impliqués sur les problématiques environnementales, sociales et sociétales. Et donc le handicap fait vraiment partie de ces sujets qu'on est obligé de mettre en valeur dans l'entreprise à travers des opérations qu'on mène notamment avec le MEDEF. L'autre chose qui est importante à savoir, c'est que l'ADN de l'entrepreneur, l'ADN du dirigeant, elle doit être très fortement impliquée autour de ces sujets. Et donc ça fait partie d'un parcours d'une vie, de rencontres personnelles et professionnelles. Je dois, si je parle de mon expérience personnelle, j'ai mon associé historique qui est atteint de la maladie de Parkinson. Donc vraiment, ça nous sensibilise, ça sensibilise toute l'entreprise sur les problématiques de handicap. Et donc ça traduit, entre guillemets, les engagements forts de Sinovate sur ces sujets. L'autre chose
choses importantes que je voulais souligner, c'est que ça se traduit que ces opérations entre guillemets d'implication sur le handicap s'appuient sur le sponsoring, sur le mécénat qu'apporte Sinovate à l'équipe Handiteam. Ça se traduit évidemment par un apport financier, mais on essaye d'aller au-delà par des opérations marketing et la mise à disposition des savoir-faire de nos consultants pour essayer d'aider en gros certains sportifs de haut niveau dans la valorisation de leurs données pour préparer au mieux des compétitions à venir. Donc ça va consister à aider entre guillemets à valoriser leurs données, donc des données sportives, mais aussi des données liées à leurs prothèses pour pouvoir les aider dans la vie de tous les jours et dans leur vie professionnelle sportive. Alors Repiquet, merci beaucoup, d'autant plus que vous avez dépassé seulement de 10 secondes, vous détenez le record pour l'instant, félicitations. Marion Picot, dernière intervenante de ce dernier panel, fondatrice de Humanimo. Alors vous, alors que vous vous lanciez dans l'entrepreneuriat, pour la petite histoire, eh bien vous avez bénéficié d'un accompagnement de qui ? Alors j'ai commencé avec Entrepreneur dans la ville. Oui, mais le nom de l'entrepreneur aguerri qui vous a accompagné ? Quelqu'un de si peu connu. Oui, il s'appelle comment, Jean-Luc Jean-Luc quelque chose. Ouais, c'est ça. Jean-Luc Ronicher, effectivement. Et justement, en quoi on va parler du mentorat, mais en quoi le mentorat, puisque finalement c'est aussi une action de RSE, a-t-il contribué au développement de votre business ? Alors quand j'ai rencontré Jean-Luc, donc c'était en 2019, donc je venais de faire partie du programme Entrepreneur dans la ville. D'ailleurs aujourd'hui, il y a 4 ans, je remportais le prix du meilleur pitch sur notre projet. Et j'ai rencontré Jean-Luc donc 1 an après la création de mon entreprise et on a pu échanger longuement sur le développement, parce que moi je suis quand même une bébé entreprise à côté, donc on a pu échanger longuement sur le développement, la vision, voir les choses, où aller, sur quelle porte aller toquer, parce qu'il faut savoir que le projet, il a été mon parrain du coup sur mon projet Humanimo, mais aussi sur l'autre projet de développement sur lequel on travaille depuis 4 ans et qui est en train de voir le jour. C'est sur une ferme thérapeutique à Lyon. En fait, oui, j'aurais dû commencer par ça. Mon entreprise est un peu particulière. C'est pas juste une entreprise comme ça. Ouais, je vais l'expliquer. Mon entreprise, je fais donc de la médiation animale ou zoothérapie. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent. Il y en a beaucoup qu'on voit avec les chevaux. Donc on utilise l'animal dans le soin auprès des gens. Et du coup, c'est une entreprise un peu particulière avec des employés un petit peu particuliers, faut dire. Et du coup, le projet, donc là, c'est moi qui me déplaçais sur les structures. Et le projet, c'est de pouvoir accueillir les structures. Donc, que ce soit des crèches, que ce soit différents établissements de soins et de santé. Donc, avec des personnes porteuses de handicap, des personnes âgées, handicap visible ou invisible d'ailleurs. Et on a eu depuis 4 ans, on travaille sur le projet avec Jean-Luc de développer ce lieu-là. Et on est sur une ouverture incessamment sous peu présente. Donc, l'aiguillage que Jean-Luc a pu avoir sur l'entreprise, ça m'a beaucoup aidé. On a réussi à se voir malgré les plannings un peu serrés. On arrivait à pouvoir échanger sur le projet et je vous remercie encore aujourd'hui d'avoir pu m'aider et de continuer à m'aider malgré le fait que je sois partie en association et non plus en entreprise, et il veut quand même encore me suivre. Jean-Luc, un mot là-dessus pour clore Ouais. Non, j'ai été très sensible. D'abord, d'une manière générale, j'ai été très sensible à ce projet Créaduo, parce qu'effectivement, on va toucher des créateurs ou des repreneurs. Là, en l'occurrence, pour Marion, il s'agit d'une création d'entreprise et parfois, encore une fois, des quartiers prioritaires de la ville. Enfin, avec des personnes qui ne sont pas forcément, même si Marion est très bien accompagnée par ses parents, parce que je vois sa maman qui filme là au fond. Je dis discrètement, mais il faut continuer à tourner, hein, c'est bon. Et donc, Marion est très bien accompagnée par ses parents, mais effectivement, elle avait aussi, c'était une candidate rêvée pour notre dispositif Créaduo. Et puis, j'ai été très sensible à son projet. J'ai trouvé que c'était vraiment, oui, on voit des... Alors, Marion n'a pas de cheval, mais elle a chien, chat, lapin, enfin, toute une batterie d'animaux tout à fait charmants. Et ça va grandir. Alors, ce qu'il faut que elle l'a expliqué, mais je m'arrête 2 secondes, hein, j'explique. Ce qui est important dans le projet, il y a un premier projet, mais le second projet, le grand projet, c'est d'avoir cette ferme qui commence à se constituer, ferme thérapeutique où on accueille, où elle va accueillir, avec ces animaux, et bien les personnes qui en ont bien besoin. Donc oui, ouais, j'étais très sensible et je suis très heureux que ça se poursuive dans les meilleures conditions. Patrick, Martin, RSE, inclusion, première réaction. J'ai vu aussi que vous preniez des notes sur tout ce qu'il vient de dire.
Non, je vais commencer par une mauvaise blague, hein, je suis assez coutumier du fait. Jean-Luc lui-même est un excellent candidat. Souvent, quand je l'appelle, il est en train de promener son chien. Donc, et ça lui fait beaucoup de bien. Mais oui. Pas au chien. Hein. Bon. Non, plus sérieusement, je pense qu'il faut qu'on mette beaucoup d'humanité dans nos réflexions et dans nos décisions. D'abord parce qu'on en est capable, ensuite parce qu'on fait déjà beaucoup de choses, et parce que surtout on a un rôle sociétal qui est absolument majeur. Je pense qu'on est parmi les derniers acteurs en définitive à avoir un rôle réellement sociétal. Donc moi je mets un peu de cœur dans ce que je vais vous dire régulièrement sur le handicap, qui est un sujet qui me parle. Je suis même un peu choqué que dans le débat public, je parle beaucoup de débat public, on ne traite pas suffisamment du sujet du handicap. On parle de beaucoup d'autres sujets qui sont des sujets réels, hein, mais beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos concitoyens oublient qu'eux-mêmes, d'ailleurs, un jour, ils peuvent être handicapés. Hein. Alors, si je parle de handicap physique, mais on parle, pour ainsi dire, pas du handicap mental. Et il y a de très belles initiatives. Moi, je suis très en appui par exemple, des cafés joyeux qui sont dorénavant implantés à Lyon. Quand on va voir tous ces gamins qui sont là-dedans. Pardon. Je me reprends. Non, voilà. Et moi, parce que c'est bien de discourir, il faut passer aux actes. Moi, je veux que mon entreprise soit très active sur ces sujets-là. C'est bien pour ceux qu'on maintient dans l'emploi, c'est bien pour ceux qu'on accueille, quelle que soit la forme de leur handicap. C'est bien pour le collectif. Et moi, j'ai le souvenir précis. Vous avez fait des choses beaucoup mieux. Hein, je suis pas du tout en train de me poser en donneur de leçons. Je me souviens qu'on a formé une équipe, on a des équipes assez musclées dorénavant, immanquablement sur le digital, et on a accueilli 2 autistes. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. C'était une expérience incroyable pour ceux qui les ont accompagnés, et ça n'a pas été simple non plus de les accompagner au-delà de les accueillir. Donc voilà, je pense qu'à tous égards, c'est une belle cause c'est gagnant-gagnant, hein, comme on dit un peu trivialement. Ensuite, sur les sujets d'inclusion d'une manière générale, et là je vais peut-être passer pour provocateur, mais je l'assume. Il y a beaucoup de sujets d'inclusion qui jusque-là étaient appréhendés sous l'angle sociétal, et c'était bien, il fallait le faire. Il fallait le faire avec sincérité. Je crois qu'on a passé enfin l'époque où pour faire genre, hein, pour s'acheter une conscience, un certain nombre d'acteurs, publics ou privés, faisaient du sociétal, mais sans être véritablement sincères. Ça devient un sujet économique. C'est en ça que je suis peut-être un peu provocateur. Je m'explique. Quand on va dans les quartiers prioritaires de la ville, quand je l'ai fait il y a 3 semaines encore, dans les quartiers nord de Marseille, et dans le quartier nord, le plus quartier nord de Marseille, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je n'y suis pas allé à la nuit tombée. Hein. Pour vous situer les choses, la sécurité du MEDEF m'a empêché d'y aller, voulait m'empêcher d'y aller. La police de Marseille ne voulait pas m'accompagner. Alors j'étais très bien accompagné, à vrai dire. J'étais accompagné par mon grand copain Moussa Camara, qui a fondé Les Déterminés, une des nombreuses très belles initiatives qui existent à travers la France et qu'il nous faut mieux accompagner et valoriser. En fait, j'étais très en sécurité, hein, mais avec des bodyguards qui n'avaient pas le profil type, quoi. J'ai vu des choses extrêmement angoissantes, j'ai vu des choses extrêmement encourageantes, et en particulier des associations de jeunes femmes qui ne veulent pas se laisser damer le pion et qui forment au digital, etc., etc. Quand je dis que le sujet de l'inclusion des personnes éloignées de l'emploi devient un sujet économique et que c'est une très bonne chose, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, la démographie va conduire à ce que nos tensions de recrutement ne pourront qu'augmenter. Et donc c'est pas uniquement, il faut continuer à le faire dans cet esprit, c'est pas uniquement par bienveillance, par considération pour des personnes qui n'ont pas eu la chance qu'on a eue, qu'il faut s'intéresser à elles, c'est tout simplement parce qu'on va en avoir besoin. Et donc à l'extrême, en étant parfaitement cynique, hein, pardon de l'expression, ceux d'entre nous qui ne voudraient pas s'intéresser à l'inclusion devront de toute manière s'intéresser à l'inclusion. Et on a des poches ou des réservoirs. Alors à nouveau, je suis très, très cynique hein, dans la terminologie que j'utilise. On a des poches ou des réservoirs de personnes qui, pour la plupart d'entre elles, veulent vraiment s'en sortir. Je veux parler de tous ces jeunes, les NEETs, 1 million de NEETs, hein,
faillite collective. Mais je veux parler également, en tout cas dans une certaine proportion, d'attributaires du RSA. Je veux parler de chômeurs de longue durée. Tous ces gens-là, pour la plupart d'entre eux, pour l'immense majorité d'entre eux, sont dans ces situations malgré eux. Alors on dit toujours, et c'est une réalité, qu'il y en a qui s'installent dans le système, qui tirent parti de régimes sociaux français, qui seraient, c'est un peu une réalité par trop généreux, mais c'est pas ça la majorité de l'espèce. La majorité de l'espèce, c'est des gens qui veulent réellement s'en sortir. Et donc comment on va avoir besoin d'eux? Mais il faut aller les chercher. Le premier truc à faire, c'est déjà de couper le robinet en amont. Je pense en particulier à la réforme des lycées professionnels. Il y a des choses formidables qui sont dans les lycées professionnels. Mais enfin, il faut voir les chiffres. Il y a quand même 60% des jeunes qui sortent des lycées professionnels qui, 1 an après la fin de leurs études, sont sans emploi. C'est quand même pas un communiqué de victoire. Si on passe au taux de placement dans l'emploi qu'on a dorénavant avec l'apprentissage, c'est-à-dire 70%, ça fait 200 000 jeunes chaque année qui se sortent de la mouise, qui ont un avenir, qui ont un espoir. Et puis je pense que c'est bien pour les enseignants eux-mêmes que d'avoir formé à des métiers qui ont des débouchés. Donc il va falloir qu'on se mobilise tous sur cette machine. C'est terrible à dire, et s'il y a des représentants de l'enseignement public, je me corrige, c'est caricatural. Mais il faut quand même qu'on corrige cette machine à produire de l'échec qui est malheureusement le lycée professionnel aujourd'hui, parce que les jeunes sont mal orientés. Il va falloir qu'on s'implique beaucoup plus dans l'orientation, il va falloir qu'on s'implique beaucoup plus dans l'accueil des stagiaires de ces lycées professionnels, et le jour venu, il faudra, parce qu'ils auront été formés à des disciplines qui correspondent à nos besoins, être beaucoup plus accueillants pour tous ces jeunes au moment de les embaucher. Et idem pour le RSA. Et je dis ça sans naïveté, parce que je l'ai dit tout à l'heure en réunion de bureau. Moi, quand je dis ça à ma DRH, qui est comme toute DRH qui se respecte, a une sensibilité sociale et sociétale très forte, quand je dis il va falloir qu'on accueille, parce qu'ils devront faire 15 à 20 heures de stage chaque semaine, des attributaires du RSA, elle lève les bras au ciel. Elle me dit, alors on n'a pas que ça à faire. Ben oui, mais à un moment donné, nous aussi, il faut qu'on gère nos contradictions. Donc il va falloir qu'on soit très accueillant pour toutes ces populations-là. Ça va nous demander du temps, ça va nous demander de l'investissement, mais c'est notre intérêt, et au-delà de notre intérêt direct en tant qu'employeur, je pense que c'est l'intérêt de la société. Et notre intérêt ultime, il est quand même bien que notre pays, d'abord, ne se ruine pas en dépenses sociales, mais c'est pas l'essentiel du débat. Il est que notre pays, et Dieu sait s'il ne l'est pas suffisamment aujourd'hui, soit un pays apaisé, qu'on arrête de se crêper le chignon pour un oui ou pour un non, qu'on arrête d'alimenter les médias qui ne demandent que ça, en faits divers absolument anxiogènes et catastrophistes. Alors je suis un doux rêveur en vous disant ça, le monde idéal n'existe pas. Mais quand même, à tous égards, le fait qu'on soit plus impliqué, plus présent, sincèrement présent, opérationnellement présent sur tous ces sujets, de A à Z, ça sera une bonne chose pour nos entreprises. Eh bien, faisons-le. Ça sonne presque comme une conclusion sur cette thématique en tout cas. Tiens, juste peut-être une dernière question à notre panel. Quel message aimeriez-vous faire passer à Patrick Martin pour qu'il le porte ensuite après le 6 juillet? Il y en a un sur cette thématique? Renchex, non? Aurélie Chollet? Un message clé? Oui. Alors, on ne peut pas faire une société inclusive si les entreprises ne sont pas au rendez-vous. Et le président Laurent Wauquiez disait tout à l'heure que nous étions une région locomotive, que vous étiez les entreprises locomotives et le MEDEF locomotive. Il faut qu'abord il y ait des personnes en situation de handicap, et en tout cas pour la thématique qui me concerne, mais surtout ça n'est pas qu'une communication. Il faut des actes, et moi j'aimerais bien qu'il y ait moins de communication, davantage d'actes, y compris au niveau national. Vous piquez les éléments de langage de Richelet. Voilà, même si la GFIP fait un gros travail, je reviens juste sur ce que vous disiez tout à l'heure, de faire très attention, parce que pour pouvoir recruter dans vos entreprises, on parle d'accessibilité, on a toujours peur, les ascenseurs, etc. Mais je vous dis 80% des handicaps sont invisibles, donc ça n'est pas un sujet. Par contre, un des sujets importants, c'est l'accès aux logiciels métiers. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient recruter, mais les logiciels métiers ne sont pas accessibles à un certain type de handicap. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut que vous ayez à l'esprit, et notamment aussi vos sites internet, vos standards et tout ça. Du concret. Il y a du job. Merci beaucoup. Merci aux 15 intervenants qui sont venus se prêter à cet exercice. Dès 2 minutes, faites-nous rappeler qu'il faut l'an prochain mettre 3 minutes, l'an prochain. Bon, vous avez regardé votre montre, Patrick Martin, je sais que vous êtes pris dans cette course contre la montre conclusion. Qu'est-ce que vous voulez retenir des propos de ce matin, les principaux enseignements, les synthétiques, qu'est-ce que vous voulez retenir?
Non, je pense qu'on a on a tous les arguments pour être fiers, sans forfanterie, hein, de ce que l'on fait à titre professionnel, ce que l'on fait sur le plan social, sur le plan sociétal. Oui, il faut faire plus et mieux encore, mais déjà assumons ce que nous sommes de magnifiques, de très belles histoires, et sans faire de la cosmétique ou de la com au sens péjoratif et excessif du terme, mettons en valeur ces belles histoires. On vient d'en évoquer un certain nombre. Il a été mentionné tout à l'heure les World Skills. Ouais. Bon, je vous raconte ma vie, mon œuvre. Hein. Je me suis rendu à Vichy, il y a 2 ans à peu près, au moment du congrès des régions, à la préparation physique et mentale des World Skills. Vous savez, ces jeunes compétiteurs qui, dans 70 métiers, recherchent l'excellence. Alors, pour rien vous cacher, j'y suis allé en m'imaginant tomber sur des jeunes en train de siroter de la bière, je me serais volontiers associé avec eux, et jouer sur leur console de jeu. Nada, je suis tombé sur des jeunes qui ont un niveau de préparation physique et mentale qui est équivalent à celui des sportifs de très 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 haut niveau. Et donc cette opération World Skills, on est un certain nombre à la suivre, à s'y engager d'ailleurs. Hein. À chaque occasion de rencontre, c'est une piqûre de PO. Parce que nous, on est des cadors, hein. On incarne l'intérêt de la nation, nous sommes le fer de lance de la nation. Ouais, bon, je peux vous dire qu'en termes d'enthousiasme, de volonté, de fibre entrepreneuriale, etc., ces jeunes femmes, jeunes hommes, nous donnent des leçons. On va voir les finales nationales ici à Lyon en septembre, les finales internationales en septembre 2024. Ce que j'appelle des belles histoires, c'est ça. Et il faut que tous, on mette en valeur ces jeunes, mais ça peut ne pas être des jeunes. Il faut qu'on crée des belles histoires sur l'emploi des seniors, rapidement, dorénavant. Voilà, pour essayer de contrebalancer cette ambiance un peu morose, un peu capitularde. Et je pense que nous, chefs d'entreprise, on est les derniers à pouvoir être moroses et capitulards. En tout cas, moi, si j'ai élu à la présidence du MEDEF, je dirais ce que j'aurais à dire, au risque de certaines maladresses, mais enfin, au moins je leur ai dit, mais c'est ça que je veux porter. Oui. Patrick Martin, juste au cours de cet AG, vous nous avez donné quelques coulisses, vous nous avez balancé un petit peu de off, dernier off. Vous faites quoi le 6 juillet à midi? Alors, midi, c'est l'heure pétante, supposément, à laquelle tombe le résultat. Midi 2, je suis en extase ou consterné. Je me dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Non, midi 2, je vais vous dire exactement ce qui va se passer à midi 2, quel que soit le gagnant. Hein. Midi 2, le gagnant, il sera au turbin. Parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de temps à perdre. Et donc, si je gagne, j'en serai ravi. J'en remercierai chaleureusement ceux qui, dans le secret de l'isoloir, auront voté pour moi, puis les autres, de toute manière, parce qu'on a besoin d'être très collectif, très unitaire face aux épreuves, aux défis, en tout cas, qui nous attendent. Mais ça va être démarrage en côte. Alors ça tombe bien, je suis en départ lancé. Merci beaucoup Patrick Martin pour cette conclusion. Jean-Luc, on s'est rendu compte de tous les liens que vous avez tissés avec les partenaires qui vous incitent, qui vous stimulent à aller toujours plus loin. Vous voulez les remercier ce matin, les partenaires? Je voudrais remercier déjà chacun et chacune d'entre vous. Hein. Les partenaires sont des partenaires et des amis. Hein, toutes les branches professionnelles, les présidents, les délégués généraux, les délégués tout court, les MEDEF, les collaboratrices, les collaborateurs, principalement évidemment nos collaboratrices et collaborateurs du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Parce que bon, je parle pas trop de la Haute-Savoie quand même. Et je voudrais remercier Patrick. Je serai là pour vérifier jeudi prochain ce qu'il fera à midi 2. Il commencera peut-être pas tout de suite à travailler. Je vérifierai. Midi 2, on boira un verre ensemble. Voilà, oui. Même avec Patrick Gonin qui tout à l'heure a dit que c'était pas bien d'aller dans les bons restaurants. Tu es le dernier à pouvoir le dire. Hein. Je voudrais donc tous vous remercier, remercier évidemment notre équipe, l'organisation, Caroline. Alors, je vais pas tous les citer, je n'y arriverai pas. Une petite pensée bien sûr pour Caroline et bien sûr pour Stéphane qui est à mes côtés. Stéphane Flex, ouais. Stéphane Flex en permanence. Hein, voilà. Bon. Je peux pas citer FX, Quentin, Chloé. On citera pas Maud, on citera pas Tiffaine, on ne les citera pas. Voilà, on les citera pas. Mais on y pense beaucoup. Et puis nos partenaires, alors là, on m'a fait la liste. Donc un petit instant, s'il vous plaît. Les MEDEF territoriaux, j'en ai parlé, les branches professionnelles, bien sûr. La région Auvergne-Rhône-Alpes, merci Sandrine, mais il y a Sandrine, mais il n'y a pas que Sandrine, hein, il y a d'autres membres de la région. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise, merci Franck, mais je crois que j'ai vu Yann apparaître, il est arrivé tardivement, mais j'ai quand même vu. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise et Orientation, bien sûr. L'État,
évidemment l'ADEME Action Logement, Pôle Emploi, la PEC, la GFIP, Marie-Laure, BPI France, Groupama, merci d'avoir été à nos côtés, surtout à cette table ronde, Veolia, merci beaucoup. EDF, Ciparex, il n'y a pas Vica, Collège de Paris, KPMG, RSM. Bon, l'année prochaine, je voudrais Vica. Hein, bon. Alors, un MEDEF sérieux, vous l'avez vu, compétent, de haut niveau, des débats intéressants, impliqués, un président, enfin, un président délégué, mais bientôt président tout court, qui va être à la manœuvre et aux manettes. Mais à la différence de nos concurrents, qui ne font que des moments de convivialité, nous, on sait allier les deux, c'est-à-dire compétences, haut niveau de discussion et convivialité. Donc, n'est-ce pas Stéphane, Caroline, c'est là-bas que ça se passe? Belle transition, en effet. Les échanges vont se poursuivre lors du cocktail déjeunatoire. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe, merci Patrick, merci évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Merci tout le monde, j'ai oublié Philippe. Mais c'est avec plaisir, mais c'est pas grave ça. Qui est un partenaire formidable. Merci Philippe, beaucoup, merci à vous surtout pour la confiance. Allez.